L'histoire des administrateurs camerounais avec le vent de liberté et les manifestations est bien connue depuis le temps même de Jérôme Emilien Abondo, André Tsungi, M. Ferdinand Koungoué Dima. Jusqu'à nos jours, nous avons bien eu droit à beaucoup de profils dans ce cadre-là. Il y a d'un côté les modérés, le cas par exemple de l'actuel gouverneur de la région du centre et même de la région du littoral, Samuel Ivara Dibois et Paul Nasseri Béa, qui ne sont pas des vats en guerre, ce qui n'est pas le cas des personnalités comme M. Okale Abilaye ou encore le préfet du Fundi Jean-Claude Tila. Dans la catégorie des sous-préfets, il y en a qui se sont rendus célèbres également. Yampem Ousmanou à Yaoundé et puis le désormais très célèbre Jean-Marie Tchakoui pour le cas de la ville de Douala. Aujourd'hui, on est bien obligé de constater que le totalitarisme ne s'accommode pas forcément d'un vent de liberté. Le Cameroun, qui traverse des heures sombres de son histoire, n'a pas forcément besoin d'avoir en place un attelage aussi liberticide. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore. Voici le Zénith, émission d'utilité publique pour l'édition de ce 20 octobre 2017. Bonjour, bienvenue, Charles Amel Macho. Bonjour, Sam Sévérin Ango, et bonjour aux faiseurs de ministres ou aux faiseurs de personnalités dans ce pays. Ceux-là qui savent fabriquer des ministres, des directeurs généraux, des préfets, des sous-préfets, des maires et des délégués de communautés urbaines. Oui, il n'y a pas de délégué à Berthois depuis plus d'1 an. Pourquoi? Très bien. Les délégués du gouvernement, pour ceux qui sont toujours en place, le cas de Douala Nkonsamba Yaoundé, n'ont pas jusqu'ici apporté la preuve non plus qu'ils sont à leur bonne place. Pour le cas spécifique de Douala, le cas est beaucoup plus dramatique aujourd'hui, reconnaissons-le, avec une personnalité pas tout à fait à sa place. Mais Guy, bienvenue, bonjour. Bonjour Sam Sévérin et bonjour à vous, chers téléspectateurs. C'est un réel plaisir d'être là encore ce matin, bien que l'on se soit réveillé sur une nouvelle triste, le décès de Black Rogers, l'auteur du titre « La route ne tue pas », mais c'est nous qui tuons. Donc voilà, l'artiste s'en est allé. On va juste dire que son âme repose en paix. Voilà, on va peut-être procéder aux bonnes vérifications, mais parce que le nom qui m'est parvenu, on a parlé de Mbala Rogers. Qui est décédé, Black Rogers ou Mbala Black Rogers, qui a chanté « La route ne tue pas », mais très bien. Voilà. Bon, il va bien falloir que sur Internet également, on puisse s'accorder sur les bonnes informations. Bobok Bengan, bonjour. Bonjour Sam, le ciel du Cameroun s'assombrit davantage. 1 an après la catastrophe des Eka, nous n'avons toujours pas fait le deuil. Et sur cette entrefaite, on annonce que Douala sera quadrillé. J'ai dit bien quadrillé, c'est un terme militaire. Il y a des renforts qui viennent de Yaoundé pour empêcher à tout prix et à tous les prix la marche pacifique qui est prévue pour demain ici à Douala. Voilà, on aura tout le temps d'en reparler, Bobok Bengan, tout à l'heure dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, puisque l'information qui fait la grande une du jour est abondamment traitée par les internautes et nous avons choisi, je l'imagine, de la mettre également à notre programme. Dans cette émission également, vous aurez la colère de Charles Amel qui s'attardera sur les notions qui se rapportent à nos valeurs d'aujourd'hui. Voici le début, la première rubrique qui nous permet de bien nous installer. C'est l'histoire de tendance. Elle est bel et bien là en poste. Bonjour. Bonjour Sam, que je vais aller où? Je vais aller nulle part. Bonjour Sam, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vous salue. J'étais à un deuil hier, une veillée. Donc si je somnole, ne vous fâchez pas de moi, pardon. Un deuil qui m'a traumatisé et c'était une veillée traumatisante. Monsieur Nganka Mamourang a gâté son deuil. Chers téléspectateurs, tendez vos tympans. Est-ce qu'on doit croire aux dernières paroles des morts? Point d'interrogation. Je reprends. Est-ce qu'on doit croire aux dernières paroles des morts? Monsieur Nganka m'a fait fort, Sam. Non, sa famille est divisée en deux. Donc la veille là, c'était que si tu viens au deuil derrière le défunt, tu cales une fois chez lui. Si tu viens derrière sa mère, tu cales une fois derrière sa mère. Si tu viens derrière ses enfants, cale derrière ses enfants. Donc, c'était une veillée bouhaha. Donc, il y avait plein de bouhaha à cette veillée. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Lui, il a eu les problèmes avec son oncle avant. Il y a de cela 3 ans. Son oncle vit chez les Blancs. Le problème même, je vais expliquer parce que je vais aller du début jusqu'à la fin. Il avait escroqué son oncle. Escroqué dans quel sens? Son oncle, c'est quelqu'un qui est un peu... Bref, les grands qui sont allés en aventure, à l'époque, au temps d'Aïdjo. Mais entre-temps, ils ont eu un peu.
Mais sauf que, étant en Europe, il a donné l'argent à M. Ngankam que fais ci, fais ci. M. Ngankam n'a pas fait, il a jonglé. Un jour, ils ont discuté, il a dit à M. Ngankam que tu vas voir. Je vais te montrer que j'ai traversé le désert et que j'ai bu l'eau du chameau au désert. Mon argent que te donne là, c'est la sueur de mon front. Donc j'ai souffert comme ça. Oh, entre-temps, même on a arrangé les problèmes parce que ça allait un peu bien ça. Mais sauf que ils ont arrangé les problèmes, ça allait bien parce que, comme l'oncle avait dit, tu vas voir, la mère les a convoqués que, waouh, vous êtes tous mes enfants, faisons la paix. Ils ont fait la paix. Mais sauf que depuis quelques mois, M. Ngankam est tombé malade. Ça n'allait toujours pas. Mais l'autre jour, il a convoqué toute la famille que venez. Appeler sa mère, son oncle, son épouse, ses enfants, les enfants même. Il a appelé pour. Qu'est-ce qu'il leur a dit, tendance? Il a dit à la famille que si je meurs, prenez-moi monsieur tel qui est son oncle. Sa mère dit que mais. N'est-ce qu'on avait arrangé ça? Il dit que comme j'ai dit là, c'est ça, si je meurs, prenez-moi qu'à lui. Lui-même qu'il disait que je vais voir, il pensait à quoi? Quelques jours plus tard, il est décédé. Donc la famille est divisée en deux. Les enfants du défunt disent que, donc, votre père a tué ma mère. Donc, votre père a tué mon père. Les enfants du père disent que, non, notre père n'a pas tué votre père. Donc, la famille est divisée en deux. C'est pour ça que je vais encore demander à tous les téléspectateurs et me répéter, est-ce qu'on doit croire aux dernières paroles des morts? Voilà. Je m'arrête là. Très bien. Alors, parlant de dernières paroles ici, donc on ne comprend pas cela sous forme de testament, plutôt. Non. Il s'agirait de dernières paroles qui sont plutôt accusatrices, voilà. Charles Armel Bachou. Et c'est à ce niveau que vous devez nous aider à comprendre les paroles qui peuvent être dites en termes de choses qu'on peut avoir à reprocher à son frère, à son cousin, à son oncle, sur le mal qu'il aurait commis vis-à-vis de vous. Alors, il faut dire quand même, Sam Sévérin, que ces dernières paroles n'ont été dites qu'aux frères, qu'aux enfants, autant pour moi. Cela n'a été dit qu'aux enfants. Cela n'a pas été partagé avec d'autres membres de la famille. Parce que lorsque quelqu'un vient à décéder, il y a une question qu'on pose. Qu'est-ce qu'il a dit et quelles ont été ses dernières volontés? Ça, c'est une question que les proches de la famille posent toujours, avant de prendre toutes les décisions concernant l'enterrement, concernant tous les procédés. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils décèdent, disent « Enterrez-moi le 3 jours, ne gardez pas mon corps à la morgue. Mon corps n'est pas susceptible de rentrer à la morgue. » Ça, il le dit aux enfants. En plus des enfants, il le dit à un de ses frères, une de ses sœurs, dont il ouvre pour que le secret ne soit pas gardé. Mais les premiers éléments immédiats, juste après le décès, il peut dire non, dites à telle personne de faire ça. Ça, c'est les dernières recommandations. Mais les recommandations les plus importantes, il les a déjà faites. Donc, je pense que c'est juste ici une rancune mal gérée, mal gardée, donc qu'il a extériorisé comme ça là, pour détruire la famille. Mbombo, qu'il reste que de telles paroles, lorsqu'elles sont proférées, peuvent avoir vraiment de lourdes conséquences sur la postérité. Oui, ils peuvent avoir de lourdes conséquences sur la postérité si, ils sont vivants, on n'a pas voulu creuser le problème. Là, il semble que son épouse était au courant qu'il avait des problèmes avec son oncle. Maintenant, son épouse ne lui a pas posé la question clairement. Elle dit, je pensais que cette affaire était réglée. Et monsieur, il ne répond pas. C'est là où ça devient un problème pour le moment. Et ça devient un problème pourquoi? Précisément parce que personne n'a pris sur elle d'aller, j'allais dire, faire intervenir l'oncle en question qui l'a Mais là, Mbombo, on est en plein dans des considérations vraiment qui relèvent que des traditions africaines, puisqu'en Occident, on n'a pas coutume de voir des gens qui se font des accusations comme cela sur, je veux dire, des projets d'assassinat et tout, par des moyens occultes, par exemple. Ils en font beaucoup d'ailleurs, hein. Ils s'en font. Parce que vous allez entendre quelles sont ses dernières volontés. Il a dit que tel ne viendra pas, ne doit pas venir au deuil. C'est précisément ce genre de, j'allais dire, de mal agencement, de non-respect à ces volontés qui a amené. C'est l'un des Ce que je veux dire, Mbombo, c'est que chez les Blancs, trivialement, comme ça se dit, il n'y a pas fondamentalement ce qu'on appelle aussi sorcellerie au sens premier ici. J'ai dit qu'il y en a, et c'est la mauvaise gestion précisément de cette dernière volonté. Ça fait des facteurs qui ont amené l'Occident à s'individualiser. Pourquoi ne vont pas chez les autres? Pourquoi ne se rendent pas visite? J'ai dit ça fait partie de ces agrégats-là, notamment pendant les guerres. Eux, ils ont même eu des cas plus graves. Non seulement quelqu'un disait que non, mon frère qui est de l'autre côté, il est du camp ennemi, on vient l'assassiner, et à la dernière minute, il dit
qu'ils ne viennent pas, qu'ils n'assistent pas à mon deuil. Les autres même allaient procéder par des pratiques de sorcellerie. Je vous dis, c'est là-bas où la rose croix, la franc-maçonnerie et d'autres sectes sont d'ailleurs, le satanisme est même né. Ce n'est pas justement l'individualisme auquel ils se sont enfermés qui fait penser qu'ils n'y sont pas, ils sont bien ancrés là-dedans. C'est pour ça que je termine en disant, lorsque cette situation arrive, le monsieur il est parti, on dit le respect dû aux morts, aux disparus, on doit l'enterrer dignement, mais il a quand même laissé, j'allais dire, un mot qui risque de diviser la famille. On va vers le mis en cause. Il faudrait aller généralement vers le mis en cause. Vous lui demandez qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a été dans la résolution de ces conflits. Il donne sa version et là maintenant on trouve un moyen pour rassembler la famille et enterrer dignement celui qui est disparu. Très bien. Alors, Megui, bon, on ne va pas refaire ce débat forcément, mais reconnaissons qu'on est là quand même en plein dans la chronique macabre des relations conflictuelles qui peuvent déboucher sur des morts d'hommes, beaucoup plus dans nos contrées africaines, je persiste. Tout à fait. Il est quand même à noter que les Africains c'est-à-dire qu'on s'accroche se battent parfois même pour rien du tout. Voilà, justement, pour rien du tout. Il suffit d'aller au village, qu'un papa vous demande de l'argent, vous lui dites que vous n'en avez pas. Ça constitue une grave erreur, une cause d'une rancune qui ma foi, n'est pas du tout justifiée parce que... et qui peut aller jusqu'aux malédictions. Et tout. Vraiment, ça part ça peut partir de n'importe quoi d'anodin. Donc, il faut le dire quand même que nous, les Africains, on gagnerait à nous départir de certaines pratiques, de certaines règles, c'est-à-dire qui ne nous servent réellement à rien, si ce n'est pas qu'à attiser des rancunes, qu'à attiser la haine. On accorde beaucoup d'importance au matériel, beaucoup d'importance à la nourriture, à la simple nourriture. Quand vous allez dans un deuil dans votre village, faites attention. Si vous êtes même en train de manger et que vous voyez un papa qui vous regarde d'une certaine façon, donnez-lui votre plat. Donnez-lui votre plat, qu'il le mange parce que certaines personnes vont vous dire que quand c'est comme ça, on peut vous envoyer telle chose dans le ventre, on peut vous rentrer en ville et vous avez des maladies bizarres et tout. Donc, vraiment, ce monsieur, pour revenir à l'histoire du jour de tendance, moi je m'accorde bien sur ce thème-là, il a gâté son deuil. Il a gâté son deuil. Alors, vous avez des problèmes avec un membre de la famille. Au lieu de régler vos problèmes de son vivant, par exemple. Voilà, de votre vivant, régler ces conflits. Non, quand vous êtes dans votre lit de mort déjà, vous sentez votre dernière heure arriver, que vous dites carrément que si je meurs, sachez que c'est elle qui est le responsable. Mais ça, c'est extrêmement grave. C'est s'aimer une zizanie pas possible. Tout à fait. À ce niveau, avant tendance, Charles Hamel, est-ce que la haine, l'absence de tolérance, la détestation, elle est plus vive chez les Occidentaux que chez nous, les Africains, comme vous le pensez? Oui, il faut le dire. Et parfois même, je vais m'aller plus loin. Vous allez vous rendre compte que ça provient parfois de l'enfance, de ce que deux frères ont vécu, d'une action qu'un frère aura posée je dis en Europe, en Occident, qu'un frère aura posé, l'autre ne va jamais oublier jusqu'à sa mort. Il va rappeler ça tous les jours que tel jour, tu avais fait telle chose, telle chose. Sam Sévérin, il faut parler de la filouterie traditionnelle. J'appelle ça la filouterie africaine, même à un certain niveau. Je dis bien et je précise qu'il y a des familles dont le germe de la sorcellerie les a habités pendant un certain temps, qui ont entretenu Sam Sévérin. Avant de terminer mes propos, aujourd'hui que le colon est arrivé, Sam, il y a des villages aujourd'hui qu'on appelle villages de premier degré, qui étaient des villages des bannis, des villages incestueux, des gens qu'on avait chassés pour actes de banditisme, pour actes d'inceste, de viol et tout, qui sont allés se regrouper pour former un amour. Lorsque les Blancs sont arrivés, on les a reconnus. Mais c'est des villages incestueux dont on connaît l'histoire. Lorsque vous voyez le comportement de ces gens, vous savez que ces gens-ci, ils sont, les éloges même qu'ils portent, c'est les éloges des gens qu'on avait bannis. Donc je reviens en disant, parlant de la filouterie, il y a des familles, Sam Sévérin, qui ont vécu et entretenu la sorcellerie. À un moment donné, les parents ont fui, après avoir mangé les enfants des autres dans les villages. Aujourd'hui, l'enfant, en mourant, il dit ne mets jamais tes pieds au village. Sans dire à l'enfant ce qu'il a fait. Ne traverse jamais. Le jour que tu traverses, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ne t'assieds jamais avec X ou Y pour consommer. Lorsqu'il rentre, il ne lui dit pas qu'on était dans la sorcellerie. Nous avons tué des gens.
Nous avons fait ci, nous avons fait Y. L'enfant va, ça happe le premier, ça happe le deuxième. Tous disent que non, le village est mauvais. Pourtant, c'est leurs ascendants qui ont posé des actions très compliquées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Sam Sévérin, c'est les pactes. Aujourd'hui, tu n'as pas Sam, je dis je t'aide. Je ne te demande pas de me rembourser. Si jusqu'à la fin de nos vies, tu ne me rembourses pas, sache que tes enfants rembourseront à mes enfants. C'est des dettes. Et ça se fait jusqu'aujourd'hui, Sam Sévérin. Moi, je connais, j'ai vécu. Il t'aide, mais il dit tu rembourseras les enfants. Il y a des gens qui prennent les enfants des autres en disant j'élève. Si jamais les miens tombent, sache que tes enfants devront rendre. Ensuite, c'est là tes enfants. Donc, Sam Sévérin, il y a des gens qui volontairement s'arrangent à rompre cela. À rompre véritablement ces liens. Il y a des gens ici qui triment, qui misèrent, qui galèrent au Cameroun. C'est un exemple très contemporain. Vous arrivez et dites non, mon fils est en Europe, attends qu'il revienne. Lorsque le fils arrive de l'Europe, la maman lui dit, écoute, voilà ta soeur qui est là, voilà telle, allons rencontrer telle maman. Cette maman fait beaucoup de choses pour moi. Il dit à la maman, s'il te plaît, je veux que tu emmènes ta soeur en Europe. Arrivé là-bas, dès qu'elle commence à s'implanter, elle te rembourse ton argent. Ou elle commence à rembourser l'argent. La personne arrive, elle adopte un autre comportement. Donc c'est tout ça pour dire, Sam Sévérin, que celui qui est décédé devrait même être fouetté. Son corps même devait être fouetté suivant les règles traditionnelles, parce que c'est lui qui amène à la philosophie traditionnelle. Alors, tendance, on dit généralement que la sorcellerie, chez les Blancs, est beaucoup plus portée vers l'émergence, vers le développement. C'est pour ça que je reviens à mon idée de base, je suis accroché là-dessus. Nous autres Africains, on se déteste un peu plus, il me semble, parce qu'on a la reine de l'autre, la reine de son frère, au point que les promesses de mort et de règlement de compte sont formulées avant même sa mort. Est-ce que tu comprends cette situation? Oui, Sam, tu sais que là, chez le blanc, quand le blanc fait sa part de sorcellerie, c'est pour faire avancer les choses. Alors que chez l'homme noir veut seulement faire descendre les choses. Moi, particulièrement, je crois aux paroles des morts. Ça veut dire quoi? Il faut faire très attention à ce qui sort de notre bouche-ci. Parce que la bouche qui parle là, c'est ça qui détruit, c'est ça qui arrange. Tu vois, dans une famille, tu as un problème avec une personne ou une soeur. Quand on arrange pas, on prend ça, on dit seulement que, ah, dis donc, c'est ça, ils vont s'arranger. Après, la soeur meurt sans qu'on arrange. C'est mieux de prendre tout au sérieux. Si je marche en route, même si c'est ma soeur de sang qui me dit que tu vas voir, je vais croire. Je vais dire à tout le monde, j'appelle d'abord le successeur de mon père, dit que Rosine a dit qu'elle veut voir. Si je suis au bureau, mon collègue dit que tu vas voir, je vais appeler mon patron, que boss. Telle personne a dit que je vais voir. Comme ça, le jour que je meurs, on va savoir que c'est telle personne qui avait dit. Il y a les gens papier, qui marchent. Les gens qui sont comme les papiers, me disent que si tu fais comme ça, ils vont tomber. Et chacun marche avec sa part sur son corps. Donc, ce qui sort de votre bouche, il faut contrôler. L'argent, c'est quoi? C'est rien. Ton frère te doit de l'argent, tu dis que tu vas voir. Si ton frère était gravement malade, il te disait que ouais, aide-moi, tu n'avais pas l'aider, non. Mais quand c'est comme ça, considère qu'on t'a agressé. Mais ne viens pas dire que c'est la sueur de mon front. J'ai bu l'eau du chameau au désert. Tout le monde souffre. Très bien, tendance. Alors, Mbambo, sortons du cadre, le contexte dans lequel l'histoire est racontée, parlant de quelqu'un qui était déjà à l'article de la mort, pour évoquer plus simplement la nature des relations humaines qui nous lient autant que nous sommes aujourd'hui, que ce soit en milieu professionnel ou bien dans les familles. En général, quels sont les trois principaux facteurs qui sont source de conflits, portant les germes de ces relations revanchardes? On dit souvent l'argent, les femmes et je ne sais pas quoi d'autre. Et la volonté de puissance. Oui. Mais ça, justement, ça s'organise. La volonté de puissance, qui domine qui? Qui domine l'autre? Et qui... maintenant, les relations intimes qu'on entretient, les relations hommes-femmes et la communication en réalité. C'est voilà les trois faits majeurs. Mais je vous disais tout à l'heure, Sam, si vous avez tenu une expression là qui n'est pas bien, vous allez voir de plus en plus l'Europe est en train de dégringoler, précisément parce que l'Europe n'a pas de base, ou alors l'Europe n'a de base de sorcellerie. L'Europe ne croit pas en Dieu, contrairement à ce que vous pensez. Et dès lors même l'Église, j'allais dire judéo-chrétienne... Peut-être pas forcément toute l'Europe. J'ai dit toute l'Europe. Toute l'Europe. Je vous parle de l'Europe primitive jusqu'aujourd'hui. Je vais aller vite en parlant même de la tradition judéo-chrétienne. Lorsque cette tradition arrive, lorsque l'Église protestante naît en Europe, à travers l'Église catholique, qu'est-ce qui se passe lorsque un prêtre commence à faire la réforme? Il y a eu plus d'1 million de morts. Pourquoi on tue les gens au nom de Christ? Alors que Christ peut la paix. C'est pour vous dire que
contrairement à ce que vous dites aujourd'hui. Hein, non, contrairement à ce que vous dites, parce que je ne peux pas laisser ça passer en disant que la sorcellerie des Blancs, la sorcellerie des Noirs, non. Justement, la sorcellerie des Blancs est destructrice. Mais le christianisme est bien plus ancré de ce côté aussi. On verra ça plus tard. Maintenant, donc, la sorcellerie, qu'est-ce qui a fait que, justement, vous avez cette image aujourd'hui? C'est ce que Charles Hamel a étudié tout à l'heure. Lorsqu'ils viennent avec leur Bible, avec les missionnaires et tout ce qui viennent, on leur dit, cette famille a fait des péchés, a commis des péchés suivants. Ils ont dit non, on ne tient pas compte. Voilà. Jésus a dit que on revient cette famille. C'est un débat parce que nous ne sommes pas. Ça répond à votre question. On met donc cette famille. Sujet, non, j'ai dit on met cette famille en train de commander les autres. Ici à Douala, il y en a. Je ne vais pas citer la famille. Ce que je veux dire, c'est que d'autres contradicteurs bien plus outillés que nous pourrons vous donner de la oui, mais je veux dire, vous avez parlé des relations. Qu'est-ce qui apporte qui envenime des relations? Je parle donc de la puissance. Comment on a amené les familles qui hier étaient punies et bannies. Et aujourd'hui, ces familles commandent, alors que ces familles étaient des familles de sorciers. C'est pour ça que je vous dis, donc en fait, l'Europe, croyant que tenir la Bible parce que Jésus est monté et descendu, on a donc mis en haut des familles qui étaient bannies parce que sorciers qui se sont mis à compte. Et là maintenant, vous donnez l'impression que non, vraiment, c'est ça l'Afrique, alors que l'Afrique qui était là les avait bannis. Merci Mbombog Megui. Je pense que nous, on se déteste davantage. Parce que j'ai côtoyé tous ces milieux, parce qu'il y a eu la chance. Vous n'avez pas côtoyé le milieu des initiés. Côtoyez le milieu des initiés parce que je ne vais pas divulguer. Il voulait me donner. Non, n'allez pas à l'ennemi. Je peux donner une famille ici. Allez sur les Bassabadoual, par exemple. La famille régnante aujourd'hui, elle ne devait pas régner. Okay. Voilà, et maintenant, quand vous allez dans autant que vous allez dire non, cette famille-là, on en veut justement parce que les Occidentaux n'ont pas voulu suivre. On n'est pas perdu dans le débat. Pourquoi on se déteste un peu plus chez les Noirs que chez les Blancs? J'ai dit non, je ne le dis pas, on ne le déteste pas. La preuve, ils sont en train de faire l'homosexualité. C'est ça l'amour, ça? Voilà. Oui, non, c'est ça justement. C'est pour vous montrer, non? Les Noirs ne font pas d'homosexualité. Non, quand il y avait des actes homosexuels, lorsqu'on punait un enfant, un garçon, on le traitait. Mais même les Blancs ne l'acceptent pas dans leur Non, ils l'acceptent. Ils ont légalisé les mariages pour tous. Bon, mais ils ont légalisé. Oui, vous disiez Sam Sévérin. Oui, donc sur vraiment la nature des relations dans le sens du conflit entre les uns et les autres, africains comme nous le sommes, ma position, c'était de dire que chez les Blancs, il y a peut-être forcément un peu plus de solidarité, peut-être. Ou alors, c'est vrai qu'il y a de l'individualisme, mais je veux dire qu'ils ne sont pas forcément contre le développement global. L'intérêt général est beaucoup plus affiné là-bas. Et tout à fait ça. Mais moi, je vais dire, on ne va pas faire des procès aux uns et aux autres par rapport à leur culture. Les Blancs, ils ont leur culture comme vous défendez la vôtre. Voilà. Donc, s'ils prônent pour l'individualisme et tant que ça les arrange, ben, on regarde. Maintenant, nous, on prône le communautarisme. Mais on est très jaloux les uns les autres. Ce n'est pas une mauvaise chose à la base, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors, les rapports entre nous, les Africains, il faut le dire, il ne faut pas se voiler les yeux. Qui sont teintés d'hypocrisie. Les Africains sont extrêmement hypocrites et jaloux. Ils n'aiment pas le progrès de leurs frères à côté. Ça, de façon générale, c'est une réalité. On l'observe tous les jours. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de personnes, je dis, sur la base d'un rien, quelqu'un vous déteste. Sur la base de rien, quelqu'un vous déteste, mais je dis encore qu'on a un exemple patent que tout le monde peut voir. Regardez sur les réseaux sociaux, regardez même l'attitude des Camerounais qui aujourd'hui sur le plan politique vous disent que, écoutez, on ne veut plus du président qui est là parce qu'il a mis trop de temps au pouvoir, on veut quelqu'un d'autre. Mais chaque fois qu'un candidat se déclare, on va lui trouver toutes les raisons pour le démonter. Cabral Libi, il est jeune, il n'a rien, il n'a aucun bagage qui puisse le mettre à cette position-là, il n'a pas d'argent, il est ceci, regardez comment il est habillé, sur la base vraiment d'éléments qui ne sont pas très importants. On va prendre quelqu'un d'autre qui est tout l'opposé de Cabral Libi, on va le démonter. Dans votre famille aujourd'hui, si on remarque bien, il y a des personnes qui n'arrivent plus à aller dans leur village parce qu'ils vont vous dire que non, j'ai réussi. Vous notez même des gens qui veulent même aller en Europe se chercher, qui ne disent même pas à leurs proches, parce qu'ils ont peur que la veille du voyage,
il y aura un incident où ils vont mourir. Et il y a eu des cas comme ça qu'on a pu observer, où quelqu'un doit prendre son vol le lendemain et le soir, aujourd'hui, ses pieds enflent ou bien il décède. Où on l'empoisonne. Beaucoup de cas d'empoisonnement. Il y a beaucoup de cas d'empoisonnement. Quand vous buvez avec des amis, vous voyez que non, dès que quelqu'un part, il a laissé sa bière là. Quand il revient, il ne la boit plus. Beaucoup de méfiance. Voilà, alors, beaucoup de méfiance. C'est pas un noir qui a empoisonné. C'est pas blanc, c'est un blanc qui a empoisonné. Et pour chuter, moi je dirais que vraiment, en Afrique, on ne meurt jamais pour rien. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, on ne regarde pas s'il a été malade. Et effectivement, il a été malade, il a été à l'hôpital, un diagnostic a été posé, on lui a trouvé une maladie. Mais quand il va mourir, on va vous dire que c'est elle qui l'a tué. C'est elle qui l'a tué sur la base de quoi, on ne sait pas. Donc, vraiment, les Africains, on ne dit pas qu'on doit rejeter notre culture. Non, on doit... Vous êtes en train de la non, rejeter. je ne la rejette pas. Si. Ne me faites... Non, je vais vous dire clairement. Je Je ne rejette pas. Je le dis clairement. Je ne rejette pas la tradition africaine, mais je dis que tant qu'elle est utilisée pour opprimer les autres, il y a un problème. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, à cet instant précis, nous avons franchi le cap qui était réservé à cette rubrique. En réalité, on devrait prendre des messages s'il y en a autour de la question. Il me semble, avant de passer à la colère de Charles Armel, on traite, je rappelle, la thématique pour ceux qui nous prennent seulement, de la question des relations dans les familles aujourd'hui sur la base de déclarations formulées par un défunt quelque temps avant sa mort, indexant nommément un de ses frères. Doit-on croire en cela? Et ça nous a permis de voir la nature des relations qui existent entre les hommes et les femmes africaines de nos jours. Voilà, donc un message de Sam Sévérin. Lors d'un deuil au village, une jeune a reproché à un grand-père d'avoir pris assez de nourriture. Pourtant, beaucoup de personnes n'avaient pas encore mangé. Et elle est allée jusqu'à diminuer la nourriture qui était déjà dans le plat du vieillard. Le monsieur lui a dit, le mois prochain, on mangera ici à ton honneur. Et je verrai comment tu vas te lever pour encore te plaindre. Je vous assure, un mois plus tard, la fille est décédée. Alors, Sam Sévérin, ça fait pas partie des mœurs africaines. On est dans les messages. Vous ne pouvez pas mutiler. Allez-y, l'occidentalisation, allez-y. C'est encore ça. C'est encore ça que vous pratiquez, allez-y. Bonjour à toute la famille du Zénith. Aujourd'hui, on doit repenser comment respecter les moindres choses. Aujourd'hui, quand tu respectes la norme, tu es mal vu et injurié par tous. Faisons et nos rues pour... Oh là là. La norme, c'est quoi? C'est là le problème, madame. La norme, il faut donc mettre la norme. François Fillon a été écarté parce que ses costumes coûtaient cher. Mais Megui a dit tout à l'heure qu'avec parce qu'on dessert, c'est gros, ça. C'est petit, non? Parce qu'on dit François Fillon ne peut pas être candidat, on le met en examen parce qu'il a acheté des vestes chères. C'était un Permettez-le de comprendre. Non, c'est pour vous dire, la norme, c'est quoi? Vous dites, moi, j'ai dit que, Megui dit, moi, vous êtes... Mais c'est vous-même qui êtes accroché à... Justement, on vous donne les normes. Mais les normes sont dictées par qui? Mais maintenant, comment on a dit? Mais c'est vos croyances, je ne suis pas obligée d'y adhérer. Ce n'est pas une croyance, madame. Il n'y a pas de croyance là-dedans. Mais les traditions, c'est quoi? Elles sont édictées par qui? Par des hommes comme moi, non? Et comme vous, non? Bon, lorsqu'on dit un homme va épouser une femme, ils auront des enfants, c'est une croyance? C'est pas un fait? Un fait, c'est édicté par vous. C'est comme ça, on a tous trouvé ça. Voilà, ça veut donc dire qu'il y a des normes que Dieu a dit, puisque c'est l'Africain qui connaît Dieu plus que vous. Et il n'y a plus de message, madame, on passe à la suite. Vous rejetez ce que Dieu dit quand ça vous arrange et vous acceptez. On ne l'a jamais rejeté. Justement, c'est vous les occidentalisés qui rejetez Dieu. Je ne suis pas occidentalisée. Oui, parce que vous avez voulu légaliser l'homosexualité. Je suis contre une tradition opprimante. Je m'interroge ce jour sur la question de la réappropriation des valeurs camerounaises. Je m'interroge sur la suprématie qu'ont les autres au Cameroun. Non pas que je sois xénophobe. Comment comprendre que tout ce qui existe au Cameroun soit pour les Camerounais, mais sont plus développés par les autres? Comment comprendre que le Cameroun continue d'utiliser 50 ans après les indépendances l'ensemble des expressions propres aux colons, partant de la langue au vestimentaire, en passant par la monnaie? Comment comprendre que ce soit les autres qui possèdent tout au Cameroun?
qui ont des conseillers techniques dans tous les services sensibles du pays, qui nous fournissent la connexion, les services de téléphonie, transportent tous nos dirigeants par voie aérienne sans aucune exception, abritent leurs familles et gardent leur argent, que ce soit eux qui produisent nos cartes d'identité et passeports, contrôlent ensuite tous les ports du Cameroun. Interrogeons-nous. Que ce soit encore eux qui coordonnent et attestent de la qualité et de la validité de nos diplômes et financent la production de nos livres et programmes scolaires. Je m'interroge. Comment comprendre que l'on parle encore de baccalauréat? Que veut dire baccalauréat en africain? Probatoire, BPC, CEP et j'en passe. Que signifie SIL, CP, CM1 ou 2? Peut-on encore les restituer dans un contexte aujourd'hui? Ou alors 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première? C'est quoi cette histoire? N'y a-t-il pas une expression qui sierait à perfection suivant nos valeurs camerounaises? Savez-vous que lorsqu'un Camerounais s'enrichit dans l'immobilier, les autres se sont encore plus enrichis? Quand un Camerounais s'enrichit dans l'export-export, celui qui contrôle le port s'est encore plus enrichi. Quand les Camerounais consomment, ce sont toujours les autres qui touchent. Quand l'État achète ses voitures par centaines, c'est les autres qui gagnent. Parce que chez nous, on ne fout rien. On consomme ce qu'on ne produit pas et on produit ce qu'on ne consomme pas. Vraiment, dites-moi, quel Camerounais a un puits de pétrole au Cameroun? Quel Camerounais a des bananeraies par centaines d'hectares ou des mines d'or? Point d'interrogation. Comment comprendre que ceux-là même qui ont appris chez les étrangers ne réussissent pas à appliquer les 1/5 dans les secteurs de la santé, l'exode rural, l'eau, l'énergie, les désordres urbains à Douala et à Yaoundé, les transports urbains, la sécurité sociale, l'agriculture, l'éducation, le chômage des jeunes, le sport et l'environnement? Que ce soit eux qui nous enseignent et nous apprennent tout. Comment comprendre qu'au lieu de protéger le système sanitaire camerounais, on préfère inviter à coups de milliards des navires et des avions? Finalement, attendons les trains. Comment comprendre que les autres aient réussi à acquérir la moitié de la ville de Douala, de Kariabassi à Bepanda, de Lundi à Ngoma, en passant par Ndokpat? Le constat est là, ce n'est pas des Camerounais. Comment comprendre que les étrangers réussissent à faire la pluie et le beau temps dans ce pays? Dans le commerce, c'est du gros détail. Dans les champs, l'élevage, c'est de l'incompréhensible dans ce pays. Savez-vous par exemple, oui, savez-vous qu'il faudra à un moment donné marquer un temps d'arrêt pour regarder et se dire quand est-ce que nous aussi, nous allons prendre nos choses en main? C'est fini? J'ai fini. Très bien. Alors, la faute à qui donc pour tout ce pamphlet finalement? Pourquoi est-ce qu'on a laissé que la plupart des choses qui nous appartiennent se retrouvent entre les mains des étrangers dans le domaine du chemin de fer ou alors de l'exploitation des ports au Cameroun? On sait qui c'est qui est derrière, un puissant industriel français d'ailleurs qui, pour le cas du port de Kribi, s'est retrouvé là tout à fait par hasard. Au dernier moment, il n'était même pas dans la shortlist au départ, on n'a pas compris aujourd'hui. Donc, on a cédé d'importantes parts à toutes ces entreprises ou alors patrons étrangers. Aujourd'hui, Megui, la Chine est en train de nous envahir elle aussi. Mais je vous repose bien la question, la faute à qui essentiellement? La faute à nous aussi, parce qu'on a l'impression qu'on manque véritablement d'ambition, c'est-à-dire sur le long terme et de vision même. Alors, quand on regarde comment sont faites les choses dans notre pays, où généralement, c'est-à-dire qu'on parle par exemple d'agriculture, mais on sait très bien que c'est un domaine qui peut beaucoup nous apporter, mais on ne prend pas toutes les dispositions pour que cela nous serve véritablement par rapport aux dispositifs qu'on va mettre en place pour pouvoir rentabiliser. On voit beaucoup de choses comme sur le plan industriel toujours, c'est-à-dire qu'en termes de formation, on a parlé dernièrement ici des voitures qui viendraient en fait made in Cameroun, mais qui sont conçues, qui sont montées à l'extérieur. Alors que c'est des choses que nous pouvons faire ici. Pourquoi ne pas former des Camerounais? Et je suis certaine qu'il y en a qui ont peut-être cette formation-là, qui ont l'expertise et qui pourraient... Non, on n'a pas besoin de voitures qui pourraient être fabriquées localement puisque nous adorons
pour la plupart des cas, des très belles voitures, des très belles mécaniques qui viennent de l'extérieur. Donc quelque chose qui viendrait de l'Afrique, vraiment, le Camerounais n'en a rien à faire en matière de matériel roulant. Et il y a aussi ce complexe-là, il y a aussi ce complexe-là, justement, des propres Camerounais même. C'est-à-dire que ce qui vient, si vous avez, par exemple, je parle de cette tasse qui est fabriquée par votre frère, votre voisin que vous voyez tous les jours, et vous avez une autre tasse similaire qui vient de l'extérieur. Je vous assure que la tasse que votre frère va vous servir moins cher par rapport à celle qui vient de l'extérieur et peut-être de très bonne qualité avec de la matière locale. Le Camerounais va vous dire que non. C'est sûr que si c'est mon voisin qui l'a faite, elle n'est pas de très bonne qualité. C'est ce qui vient de l'extérieur qui est de bonne qualité. Donc il y a ce complexe-là aussi qui nous plombe vraiment, qui nous envoie une balle dans le pied et qui plombe tout. Bombok Bengan, deux domaines essentiels. Le football, avec depuis des décennies toujours l'expertise étrangère qui est prisée. Et puis la haute sécurité de l'État. Là également, on a bien des raisons de croire que l'État camerounais fait toujours recours aux services secrets étrangers, Israël par exemple, et bien d'autres. Oui, mais précisément pourquoi on revient donc à l'occidentalisation. Ceux qui réclamaient l'indépendance parce qu'ils avaient une haute connaissance de ce que c'est que l'indépendance et la souveraineté de nos États n'ont pas été là pour gérer cette indépendance-là. Et décidément, on n'aurait pas ce qu'on appelle ce politique d'hybridisme qui nous gagne aujourd'hui, notamment sur le système éducatif dont il a parlé. Les années 60, vous dites bien les années de l'indépendance, mais c'est également les mêmes années pour les pays asiatiques, la Corée notamment, et de ces pays, et la Chine dont vous avez fait allusion tout à l'heure, parce que la Chine, c'est 49. Mais qu'est-ce qui fait que 30 ans seulement après, la Corée et les pays asiatiques ont dominé le monde, pour utiliser le terme, précisément parce que là-bas, ceux qui se sont battus pour l'indépendance l'ont obtenu. Et il y avait donc deux personnes, parmi lesquelles notre frère, Frantz Fanon, c'était un Algérien, il était noir d'ailleurs, Algérien, il est venu ici et antillais, il a fait un livre, il a écrit un livre en 62, Peau noire, masque blanc. Il a dénoncé ce que Megui appelait tout à l'heure, comment vous avez appelé ça? Le complexe, voilà, le complexe peau noire, masque blanc. Et un autre blanc, René Dumont, a fait un livre en 61 disant l'Afrique noire est mal partie. Je vous invite à lire ces deux ouvrages, vous comprendrez. C'est-à-dire qu'on n'a que nos yeux pour pleurer, Sam. Au point où, même hier, on vous dit l'Algérie est en train de recruter Rabat Madjer. Le Nigeria à côté de nous avait Stephen Keshi. Qui a fait. Même au niveau du football où on a tout donné, on a tant donné, on a du mal. Hier même, on pleurait, c'est que Léonard. Il qualifie les Lions indomptables pour une phase finale de Coupe du Monde. On lui dit, monsieur, foutez le camp. On prend quelqu'un d'autre. Donc, c'est la même chose. Et c'est ça qui conforte un bon boc, le sentiment de haine et de jalousie africain que je défendais tout à l'heure. Oui, la haine de ton frère, de ton propre frère, parce que tu préfères qu'il ne puisse pas profiter. C'est ça la réalité aujourd'hui. Quand on préfère passer des contrats aux étrangers, c'est parce qu'on ne veut pas que... Ces gens-là, Sam, je reviens, on le dit encore, je peux vous citer ce que Oumyobé disait quand il parlait de tribalisme. Lorsqu'on dit à une tribu, vous êtes plus intelligent que les autres, on va vous confier l'administration. Vous êtes plus riche que les autres, on va vous conseiller. Vous qui allez nous remplacer dans les affaires. On nous oppose, et c'est ce que Oumyobé appelait l'opposition, les oppositions africaines. Très bien, je reste un exemple. Je veux vous amener, pour une fois, vraiment, pardonnez-moi, à adhérer à ma vision des choses. Dans le domaine du football, pourquoi est-ce qu'on choisit Paul Le Guen pour venir entraîner l'équipe nationale de football qui va en Afrique du Sud en 2010 avec un contrat de près de 100 millions de francs. Alors, la reine des entraîneurs camerounais de la part du ministère des Sports et de l'Africa Foot, ça procède d'un sentiment de jalousie. Je sais de quoi je parle parce qu'on ne veut pas que le Camerounais en profite. Quand on paye 150-200 millions à Paul Le Guen, qui ne se fout même pas de revenir au Cameroun lorsqu'il nous a permis d'être avant-dernier à la Coupe du Monde, ce n'est pas l'affaire des Français. Ce n'est pas forcément... C'est l'affaire des Français parce que Paul Biya n'aimait pas le français, Aïdou n'aimait pas le français. Et lorsqu'on faisait le casting, l'interview des entraîneurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, acceptez-vous, on disait aux entraîneurs camerounais, ils sont là, acceptez-vous d'être l'adjoint du blanc. Voilà, sinon, si tu disais non, on ne t'écoutait même pas. Est-ce que Paul Biya était obligé d'accepter qu'on lui imposait tout cela? Paul Biya a dit, je veux un entraîneur expatrié blanc. Et lorsqu'il recrute Paul Biya, le Camerounais, qui ne veut pas d'entraîneur camerounais. Et on ne le met donc pas. On l'a mis là précisément parce qu'on a dit que lui,
il n'était pas pour l'indépendance. C'est pour ça qu'on le met. Pour nous, pour perpétuer nos intérêts. Okay. Tendance. Sur la question, est-ce que nous-mêmes, Camerounais, on a envie de voir nos affaires prospérer entre nos mains, par exemple? Sam, tu sais que l'homme, je vous ai dit tout à l'heure que l'homme camerounais, bref, l'homme africain, aime voir quand son frère marche avec les babouilles de 250 francs, matin, midi, soir. Le jour que tu portes les tennis, c'est ton nom qui sort. Tu passes par toi, on dit que celle-là, celui-là, qui ne l'a pas connu. Je le connaissais avant, je la connaissais avant. La preuve, quand tu veux faire le passeport, Sam, ou encore prendre un document au ministère, si tu veux que ça passe vite, amène un blanc. Tu comprends ce que je te dis, non, Sam? Si tu amènes un blanc, on te reçoit dans les secondes qui suivent. Mais tu amènes ton frère noir, on ne te gère pas. Le complexe, je vais encore revenir, le gros français que Miguel a dit, le complexe. Certains Camerounais sont complexés, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, quand tu as un problème avec un blanc, le blanc te gagne, même s'il a tort. Vous arrivez au commissariat, il te gagne. Il te dit, ma chérie, je suis français, je suis européen, tu as raison, j'ai tort, mais je vais te gagner. Il te gagne. Comme vous dire quoi? Je reviens encore au deuxième sujet. Deuxième sujet, Chalamé a parlé des produits qui entrent au Cameroun. Les produits qui entrent au Cameroun, il y a certains produits qui entrent au Cameroun par nos frères et nos amis, nos gars, nos maris chinois, que j'aime d'ailleurs tant. Bisous pour vous. Vous me regardez tant à la douche. Je n'ai rien contre les produits là. Tu sais pourquoi, Sam? Parce que c'est le moins cher. Chez le Chinois, tu trouves tout. Même si demain ça nous donne le cancer, nous sommes au Cameroun, ça ne fait rien. Mais on ne doit donc pas encourager ça. C'est le moins cher on gère le moins cher. Au marché, on te vend 15 bonbons à 100 francs. Les temps sont difficiles, non? Quand tu regardes, c'est les Chinois qui ont fait. C'est les produits qui viennent de la Chine. On te vend les sardines importées, 5 boîtes à 1000. Hein? Alors que le pays, c'est un pays où on devait vendre les trucs. Même si ce n'est pas chez donc, le prix devait être à la portée de tout le monde. Mais quand le Chinois vient avec sa part qui ne dure même pas, on est obligé de tomber là parce qu'on n'a pas le choix. De demain pour s'habiller. Avec Colo, tu t'habilles chez les Chinois jusqu'on te rembourse. Ok, vous faites l'apologie de la production chinoise, ce n'est pas forcément les... On a compris tendance. Si tu ne s'habilles même pour dire, c'est que c'est eux qui veulent. Okay. Parce que les Chinois sont venus nous ravitailler. Très bien. Meggy, avant, oui. Voilà, moi je disais que tendance, peut-être elle le dit d'une certaine façon, mais je veux dire quoi? Alors, les Chinois qui viennent avec leurs produits sur nos marchés, qu'on estime être moins chers, mais qui ne sont pas forcément toujours de bonne qualité, voilà, c'est aussi de la faute à notre gouvernement. Parce qu'elle a parlé tout à l'heure, je prends le cas banal des bonbons. Je suis sûre que ici au Cameroun, localement, on peut faire des bonbons avec des produits tout à fait naturels. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, on faisait des bonbons à base de lait et, je sais pas, et d'eau. Et c'était très bon. Des bonbons au lait. Oui, et c'était très bon et c'était moins cher. Il suffit de les mettre dans un conditionnement comme ça et puis on les commercialise. Mais maintenant, pour la création des entreprises, qu'est-ce que le gouvernement fait justement pour faciliter la création des entreprises aux jeunes qui ont des idées, beaucoup d'idées novatrices et tout. Mais c'est extrêmement compliqué. Créer une entreprise, la mener à terme et puis pouvoir rentrer dans son investissement. C'est extrêmement compliqué. Donc, on a toujours et toujours ce complexe qui est à la base de tout, je le dis. On a ce complexe qui est à la base de tout. Vous allez venir dans une entreprise avec le même background qu'un blanc. Je vous assure qu'on va prendre le blanc, souvent même qui a le background moins que le vôtre, mais on va préférer le prendre parce qu'on se dit que non, puisque c'est un blanc, c'est forcément quelque chose de bon par rapport à ce que le noir peut donner. Et alors, Charles Amen Bachou, la période de la Première République, si on peut le dire, est-ce que les choses étaient pareilles? C'est-à-dire que, comme sous le renouveau aujourd'hui, où les médiocres ont très facilement plutôt tendance à s'insérer par rapport aux personnes compétentes. Conséquence, on a donc cette société que vous décrivez aujourd'hui qui ne permet pas une réappropriation de nos valeurs. Je commence par conforter l'idée de Mbombok. Le Cameroun s'en va vers les indépendances avec un caillou dans sa chaussure. Vous pensez que là, c'était pour dire au Cameroun, aimez-vous? C'est-à-dire, le caillou, c'était à quel niveau? Le Bamileke. Le Bamileke. Le Cameroun, c'était le colonel Lamberto. Le Cameroun s'en va vers les indépendances avec un caillou dans sa chaussure. Non, déclaration d'un colonel français. Non, français. Je précise pour dire, pour conforter l'idée de Bamba. Mais sauf qu'on n'était pas obligé de s'approprier ce qu'il a dit. Ça me sévère. Puisqu'il les a mis là pour conforter ça. Ça me sévère, c'était l'objectif recherché. Provoquer des antagonismes, provoquer des querelles. C'est comme ça que naît l'État du Cameroun.
avait l'idée que les Bamileke sont dangereux. Je ne souhaite pas Non, ce n'est pas nous sommes obligés. Nous sommes obligés, Sam Sévérin, pour pouvoir crever l'abcès. C'est dangereux, Charles Hamel. Sam Sévérin, pour crever l'abcès, il faudra à un moment donné se poser la question de savoir, je me suis couché sur quel lit, ou alors j'ai porté quel habit mal. Maintenant, c'est date de l'Alberto, moi je ne connais pas. Non, Sam Sévérin. Charles Hamel, si tu permets, qu'est-ce qui nous amène donc à Mamadou et Bineta? À tout ce mais c'est précisément cela. C'est-à-dire que l'éducation est coloniale jusqu'à aujourd'hui. Sam Sévérin, nous nous retrouvons aujourd'hui. Il a fallu qu'on coupe le net à Orange étrangement pour que les Camerounais réalisent que, hey, nous allions où là? Pour voir les gens paniquer, des messages pour dire retirez votre argent, retirez, pour que cela commence à attirer l'attention des gens, que mais nous sommes morts. Alors, Sam Sévérin, je crois que ça, c'est une façon de réapproprier ses valeurs. C'est le temps pour Kamtel de dire, ah, d'accord, avec cette situation, oui, Sam Sévérin, il faut dire le temps pour nous autres Camerounais de nous poser les bonnes questions. J'en viens à Sam Sévérin. Prenez, pour comprendre ce dont je parle, essayez de prendre comment on appelle, de consulter les chiffres du PNUD. Vous allez vous rendre compte que les pays qui ont des sous-sols pauvres ne reçoivent pas d'aide. Prenez tout de suite, tapez sur le net. Absolument. Vous prenez le Tchad, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Niger, vous allez vous rendre compte que l'aide au développement n'est pas la même chose partout. Par conséquent, on n'aime pas l'Afrique. Sam Sévérin, je continue. Terminé, Charles. Nous allons parler. Non, ça, il faut dire qu'il faut qu'on se réapproprie nos valeurs. Oui. Regardez le livre. Nous décrions le livre, la question des livres chaque année. Quels sont ceux qui gèrent le livre au Cameroun? Conseillers techniques militaires. On les reçoit à la présidence tous les jours. Nous avons Boko Haram. Nous avons des crises. Comment ça se gère avec tous ces conseillers spéciaux qui viennent de la coopération militaire X, coopération Y. Tous les postes sensibles ont comme conseillers techniques les gens qui viennent d'ailleurs, dans ce pays. Où sont les Camerounais? Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas former les Camerounais? Je vais donc vous poser la question en Bombok et toi. Est-ce qu'il est possible de vivre aujourd'hui dans un monde mondialisé, vivre relativement en autarcie, replié sur soi, puisque moi je suis d'accord, hein, la tradition, les choses de chez nous, mais moi je préfère également qu'on se considère comme citoyen du monde, parce qu'il y a bien d'autres choses qui viennent de l'extérieur auxquelles on peut avoir droit. Bon. D'abord, le mot que vous avez utilisé, ne sied pas. Quand vous dites lequel? Je n'ai rien inventé. Hein. Vous avez dit en autarcie, justement, là vous copiez là le mot des Blancs. Bon, la Chine, prenons le cas, la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine n'était pas entrée au GATT, General Agreement on Tariff and Trade. La Chine est venue entrer à l'Organisation mondiale du commerce en 2002, lors du sommet de Doha. Et de 2002 à aujourd'hui, la Chine a dominé le monde. La Corée, dont on parlait tout à l'heure, on vous dit, le Premier ministre vient de recevoir 11 hommes d'affaires coréens. Ils viennent de découvrir le diamant de Mobilon. Ils ont découvert le diamant quand? C'est précisément, Sam, si c'est le moment de nous évacuer de tous ces gens qui perpétuent le comptoir colonial dans nos États. D'abord, et on sait que vous êtes viscéralement opposé à cela. Non, j'ai dit, pourquoi? J'ai dit qu'il faut nous évacuer des gouvernants qui perpétuent le comptoir colonial pour revenir dans les valeurs africaines. Est-ce qu'il y a un exemple en Afrique, par exemple, dans le sens que vous préconisez aujourd'hui? Sankara, vous l'avez tué. Bagbo, vous l'avez tué. Oui, mais vivant comment? Puisque vous l'avez tué. Bagbo est vivant. Il a posé la défense. Kadhafi. On ne peut pas citer Bagbo dans la catégorie. Je vais citer Mugabe. Je cite Mugabe. On peut s'inspirer de lui. Ah bon? Oui, absolument. On peut s'inspirer de Eduardo Santos qui vient de partir de l'Angola. Vous ne verrez jamais une station-service de ce que vous voyez ici, je ne cite pas le nom. C'est Sonangol partout. Lorsque vous voulez exploiter un puits de pétrole en Angola, il dit, bon, ici à un moment, on se partage là. Parce que vous avez apporté votre expertise, vous prenez 20%, vous apportez avec votre pétrole, reste avec les leurs. Je ne prends que cela. Très bien. On a 3 minutes. Oui, Sam Sévérin, je suis. Regardez les BTP. Je vous prends un cas simple. Voilà le pont de Vori. Vous savez que la sous-traitance était gérée par les Camerounais, que c'était même les Camerounais qui servaient à manger de ce côté. Les grosses pontes, les personnes, les entreprises qui géraient n'étaient pas des entreprises camerounaises. Est-ce que vous voulez dire qu'on manque de compétences au Cameroun? On peut procéder à une mise à niveau. Voilà le JICAM. Nous avons plusieurs associations patronales qui peuvent amener avec un travail précis, Sam Sévérin. Nous avons en Europe les Pascal Obispo qu'on célèbre au Cameroun. Nous avons au Nigeria tous ces artistes, les Flavors,
qui arrive, on déroule les tapis. Le Cameroun est capable de fabriquer ses artistes. Il faut qu'un gars comme petit pays, passe au forceps. C'est au forceps que petit pays passe pour être le 1 des 1 comme il se fait appeler dans un pays comme le Cameroun. Voilà la question des droits d'auteur. Voilà pourquoi les Camerounais occidentalisés sont jaloux. C'est les Camerounais occidentalisés. Aïe Dobia, c'est la même chose. Laissez l'Occident, puisque l'Occident que vous citez, vous le dites très bien qu'en Europe même, ils célèbrent leurs propres chanteurs. Mais c'est nous le problème. C'est nous le problème. Qu'est-ce qui empêche aux Camerounais citoyens, laissons même les dirigeants, qu'est-ce qui empêche aux Camerounais citoyens, pour un exemple banal, d'aller nombreux à un concert je sais pas, de Salignolo ou de Kokombassi? Parce qu'on n'a pas imposé justement la culture africaine dans la télévision. Quand vous avez un ministre, je finis là. Quand vous avez un ministre qui importe tous les matériaux pour construire sa maison, qui importe tout le matériel pour équiper sa maison, qui achète tous ses véhicules, le menuisier du quartier vit comment? Très bien. Je finis ça, exemple. La sixième. On parle de cils au Cameroun particulièrement. En France, on parle de cils. En Chine, on parle de cils. Aux États-Unis, on parle de cils ou alors de cours préparatoires. Dernier exemple pour bien dire également, parce que je suis avec Megui sur ce coup, que c'est une question de mentalité camerounaise. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, je connais un pays qui s'appelle le Ghana. Le Ghana, la société qui gère la collecte et le traitement, le ramassage des ordures au Ghana, a tellement bien imaginé la chose que, avec tout ce qu'ils ont engrangé comme bénéfice, parce qu'ils ont bien prospéré, ils ont même mis sur pied toute une université, une académie pour aider les Ghanéens à profiter de cela en matière de recyclage. On l'a vu même au Togo. Dans ce cadre-là, les choses sont faites pour le bénéfice des Togolais et des Ghanéens. Au Cameroun, par contre, l'entreprise qui fait cette chose-là utilise son argent pour acheter des grosses voitures à ses cadres, dirigeants et autres. On ne voit pas ce qui est reversé pour dire qu'aujourd'hui, le Camerounais, je le dis, et c'est tendance et d'accord, en réalité, n'aime pas son frère. Voilà. Le Camerounais n'aime vous ne connaissez pas l'histoire du Ghana en arrière. Moi, je vais encore parler des artistes Sam. Aujourd'hui, même quand tu es artiste, on dit tu chantes quoi. Même dans ton village, on te déteste. Que maman, elle chante quoi, elle peut chanter. C'est une chanson là-bas. Je suis arrivée au pays de Toumaï. J'étais comme une princesse là-bas. Pour ceux qui ne connaissent pas le pays de Toumaï, c'est au Tchad. Mon deuxième pays d'accueil. On m'a reçu là-bas comme une princesse. Alors qu'il y a des endroits où j'arrive ici au Cameroun, on dit voilà. On s'en fout. On dit avec son faux français qu'elle parlait là-bas. Si tout le monde chantait, personne n'allait danser. Tu comprends? Merci Tendance. On est arrivé à la fin. Est-ce qu'on a un message pour prendre la pause? Mais il ne rit pas sur ce temps. Oui, justement, on a ce message qui nous dit si nous voulons être forts, nous devons avoir une culture unique, l'aimer afin de l'exporter, c'est-à-dire coloniser les autres avec cette culture. On procède donc comment pour l'avoir? Parce que ce n'est pas seulement déclaration philosophique. Autre message? Donc, j'ai vécu une histoire où un blanc se présente dans une société de la place. Subitement, mon frère camerounais, sans même réfléchir, a nommé ce dernier directeur. Même le blanc était étonné, tandis que les Camerounais défilaient tous les jours pour demander, et ils n'avaient rien de quoi, avec quoi s'occuper. Quelle honte pour les Africains, c'est Patrick de Ange Raphaël. On va revenir en deuxième partie sur cette problématique essentielle de la colère de Charles Hamel. Ce jour autour de la réappropriation de nos valeurs. Mais bon, on ne fait pas forcément un discours sur le nationalisme au premier degré. Bon, on peut reconnaître que l'Occident, l'étranger peut nous apporter certaines choses, mais on est presque tous d'accord pour reconnaître qu'on a besoin de consommer, par exemple, le Made in Cameroun et que nos dirigeants et autres ne fassent pas tout pour ouvrir littéralement nos frontières pour qu'on soit totalement envahi, pour que l'économie locale puisse subir un coup, ou alors que peut-être le sport puisse avoir essentiellement des techniciens venus de l'étranger. Merci beaucoup de rester avec nous. On vous revient tout à l'heure. Voilà, on va poursuivre ce programme. À l'instant, il y avait donc autour de la page pub également la chanson de Tom Yoms et Charlotte Bango. Les deux de regretter, mais moi vraiment merci à la réalisation puisque ce sont deux icônes de la chanson camerounaise qui sont allées comme on le dit et on se rappellera toujours de ces deux-là. Bon, le temps de faire de nouvelles vérifications sur bien d'autres choses que nous avons à débattre. On va prendre quelques messages à l'instant. Voilà donc ce message qui nous dit en Chine, voilà c'est
voilà. En Chine, on apprend à un enfant qui vient de naître les valeurs de la Chine. On lui fait comprendre que c'est la Chine qui est son paradis. Et chez nous, alors, au Cameroun, le Cameroun est mis à côté. Pourquoi? C'est Armandez qui signe ce message. Parce que De Gaulle a dit qu'il faut le faire avec les accords de coopération française. D'accord. Alors, cet autre message qui nous vient... Voilà, de Chapfort depuis Yaoundé. Bonjour les panélistes. Le moment est arrivé pour que l'on finance le secteur de la formation professionnelle. Donc, cet autre message. Le noir est un être foncièrement méchant. Il n'aime pas l'évolution de son propre frère. Non, là, je ne suis pas d'accord. C'est faux. Lorsque vous entrez même dans la Bible, vous prenez Michée chapitre 5, on ne parle pas du noir, on parle du péché. Comme ça, de la couleur rouge. Pour le noir, c'est ça. On a Jésus blanc, le diable noir. C'est ça qu'il faut enlever. Ce sont des affirmations qui peuvent être discutées. C'est ça qu'il faut enlever. Il faut enlever ça de l'esprit. Il faut enlever ça de l'esprit des Africains. André K nous dit, même quand bien même on a déjà attribué un marché à un expatrié, la découverte de la présence d'un frère Kamer à ses côtés peut lui coûter le retrait de ce marché. Rappelons-nous en 2007, je prends un cas, en 2007, par rapport à la pénétrante ouest de la ville de Yaoundé, qui avait été attribuée à l'entreprise Ketch. Ketch avait gagné par voie normale, mais à la dernière minute, c'est une lettre venue de la présidence de la République qui a attribué cela à Arab Contractor. On a retiré, pourtant il avait véritablement réussi. On peut en citer des cas. On peut en citer des cas. Il est temps qu'on renationalise, qu'on donne la possibilité aux Camerounais de se réapproprier de leurs valeurs. Mais sauf c'est baccalauréat, tout ça, on en est. Il y a des domaines sur lesquels, malheureusement, M. Mbachou, nous avons besoin d'avoir affaire à l'expertise mondiale. La Chine a fait comment, ça? Elle a envoyé ses jeunes aller se former. Oui. Israël a fait comment? Les États-Unis ont envoyé les jeunes aller se former. La Tunisie s'est fait comment? La Tunisie qui a gagné le marché de l'entrée de Bonanjo. Lorsque Bourguiba prend le pouvoir en 1957, il dit 3 ingénieurs tunisiens qui sont dans les bâtiments travaux publics, il leur confiait des marchés d'autorité. On vous dit, Ango, Mbombengan, Chalamel, comme vous êtes des ingénieurs, allez me construire telle cité. Et on apporte l'expertise pour vérifier si c'est ça la norme. La Tunisie aujourd'hui n'est pas fermée, c'est l'un des pays les plus ouverts. C'est pour vous dire donc que de 57 à aujourd'hui, vous avez donc vu ce qui c'est. Et un pays qui n'a pas de sous-sol riche, il a dit, je vais faire du tourisme une industrie. Et il a fait volonté politique l'année suivie. La Tunisie a développé donc l'industrie touristique. Et aujourd'hui, on est content. Très bien, on va prendre la suite, la prochaine rubrique, ça s'appelle les réseaux sociaux. On prend les faits marquants de l'actualité tels que traités par les internautes sur les réseaux Facebook, WhatsApp et autres. Bon, malheureusement, jusqu'ici, il n'y a pas encore de réseaux sociaux professionnels africains proprement dit. Donc, on est bien obligé de passer par ces réseaux qui viennent d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'on a assassiné Kadhafi. Kadhafi voulait nous en donner, on l'a assassiné. Madame, vous avez la parole. Merci Sam Séverin. Donc on débute la revue des réseaux sociaux. Alors qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux? C'est quoi les actualités qui priment? On a parlé dernièrement de la marche du SDF qui a été autorisée par le sous-préfet de Douala, Jean-Marie Tchapui. Il s'avère que les dernières heures révèlent que justement cette marche est finalement interdite. Donc beaucoup d'interrogations, beaucoup d'indignation de la part de ce parti d'opposition, donc qui estime qu'ils sont victimes d'un foutage de gueule de la part des autorités administratives. Donc on a eu une sortie de Jean-Michel Nthieu qui représente ce parti régionalement, et effectivement aussi la sortie du sous-préfêt de Douala, Jean-Marie Tchapui, qui a donc énuméré une certaine raison, voilà, qui aurait donc suscité l'annulation de cette marche. Justement, il dit donc que le SDF n'a pas tenu les promesses édictées lors de leur première édicté, et qui a favorisé cet accord des autorités administratives. Qu'ils ont dit que c'était une marche de solidarité, de manifestation de leur solidarité envers nos frères de la partie anglophone du Cameroun, et que selon les diverses sorties médiatiques de Jean-Michel Nthieu et de certains cadres de ce parti sur les médias, donc il s'avère que ce n'est plus le but
principale. On parle désormais de fédéralisme, de Alors, marche... que pensent les internautes, avant de rentrer dans le fond, majoritairement? Est-ce qu'il y en a des Camerounais? Les internautes, pour certains, donc, ils estiment que le sous-préfet a tout à fait raison, car la marche le but premier de la marche n'est plus celui qui est révélé depuis quelques heures par le SDF. La plupart, vous dites. C'est ce qu'ils pensent. Ils donnent raison au sous-préfet. Voilà, une partie, donc, et notamment une autre partie estime que que les autorités subissent justement des pressions peut-être du pouvoir pour pouvoir annuler cette marche. Alors, Mbambok, à partir de quel moment est-ce que l'objet a été dévoyé? Est-ce qu'il y a eu reformulation de l'objet de la part du SDF littoral? D'abord, c'est difficile de le dire, mais permettez l'expression, le sous-préfet n'a pas raison dans ce qu'il dit. Comment il dit? Il a vu les réseaux sociaux, il a entendu les commentaires dans les médias, mais il n'a dit nulle part que monsieur l'honorable Nietzsche a dit qu'il allait changer. Donc, il s'inspire de ce que les autres disent. Or, il sait très bien que les commentaires sont libres. Je peux venir chez vous, comme hier par exemple, une maîtresse qui reçoit un parent d'élève, on dit « Ah non, c'est mauvais ». Bon, voilà donc. Or, ils étaient hors de la barrière. Donc, si un sous-préfet qui a les renseignements généraux, qui a ça, aurait donc pu seulement reconvoquer M. Nietzsche en lui disant que j'ai des informations, vous et moi, nous avons pris l'engagement que, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui se passe? Là, il aurait dit, monsieur Nietzsche, face à tel, il ne m'a pas donné des réponses convaincantes. Je suis donc appelé à annuler la manifestation pour laquelle j'avais signé le récépissé. Mais permettez l'expression, il est entré dans le bavardage du quartier. Or, il représente l'administration. Et peut-être qu'il a subi des pressions de la plus haute administration. Peut-être là-bas, mais il faut dire également que le gouverneur, vous l'avez cité tout à l'heure, moi aussi je l'apprécie, lui, avant-hier, il a appelé M. Nietzsche. Pour lui dire que... Il n'a pas appelé, hein, M. Nietzsche a été conduit dans ses bureaux par le commissaire Eco, voilà, qui est arrivé à Douala. Donc ça veut dire que c'est une affaire très sérieuse. Voilà, maintenant, au moins, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il en est sorti? Donc le sous-préfet aurait également pu nous dire, à la suite de la séance de travail que l'honorable Nietzsche a eu avec le gouverneur et le directeur général de la DGRE, il en vient que voilà. Là, par rapport à ça, j'ai dit, mais quand il reste dans les commentaires... Il y a un flou, même les services du gouverneur eux-mêmes auraient pu... Et ça nous ramène donc à ce que je dénonce là, ce que Roland Pré et Pierre Mermer on va revenir à vous, merci. Tout à l'heure. Tendance, avant de poursuivre, c'est la deuxième fois que le même sous-préfet, lorsqu'il était à Douala 5e, affronte Jean-Michel Nietzsche aujourd'hui, puisqu'il est à Douala. Sam, le sous-préfet n'est pas un enfant, c'est un papa. L'homme prudent voit le mal de loin. Même s'il a accepté avant et qu'après il a refusé, ça veut dire que la nuit porte conseil. Peut-être dans ses rêves, quand il dormit, il a vu comme bon. S'il accepte encore une marche à l'Axel Oubepanda, ça doit se passer à l'Axel Oubepanda. Non, c'est stade omnisport, stade d'éducation jusqu'à l'école publique d'Aïdo. Donc c'est toi la première. Parce qu'il sait que le père Nietzsche, souvent quand il veut faire la marche, il prend que l'Axel Oubepanda. Donc quand il a dormi, peut-être dans ses rêves, comme le pays va mal, il a vu comme bon. Si on organise encore cette marche ou encore cette réunion-là, ça peut encore terroriser le pays. Il a refusé. Et tu penses qu'il a raison? À mon point de vue, non. Comme le pays va mal, non, ça. Je vois qu'il a raison. Très bien. Et je ne connais rien en politique. Je donne mon avis que je connais. Ce qui est à mon niveau. Très bien. Charles Amel Bachou, ce qui en ajoute à la confusion, c'est bel et bien cette invasion, moi je préfère ce terme, des autres partis politiques qui arrivent et qui déferlent alors qu'à la base, ils n'étaient pas associés, ces partis-là, à l'opération. Oui, puisque la note, l'arrêté a été délivré au SDF et non au CPP de Kawala et au Manidem, voilà. Alors, j'ai l'impression, Sam Sévérin, que ça a été un plan machiavélique mis en place pour déstabiliser. Par qui? Par ces différents partis qui, sachant qu'on a attribué au SDF, ont décidé de se mouvoir. Puisque dans ce pays, on sait qu'on pratique la politique du fauvisme. Celui qui met la tête, on coupe. C'est comme ça. Mais sauf que le SDF n'a pas dénoncé ces partis. Sam Sévérin, permettez, on sait. Et c'est là où je dis, soit Nietzsche ne voulait pas marcher, soit il est immature. Pourquoi je le dis? Permettez-moi, je pèse mes mots. Dans ce pays, regardez depuis que les gens s'agitent, que candidat à l'élection présidentielle 2010, vous avez vu qui parlait? Personne. Vous pensez que c'est les candidats qui manquent? Ils sont là. À Kéremouna, il secoue un peu la tête, on voit, on dit, là, lui on va. On attend.
Mais tant que celui qui détient le calendrier n'a pas encore publié, personne ne va sortir la tête Sam Sévérin parce que tous ont des assiettes. Alors, lui, il a déjà obtenu. Et puis, il commence à crier. Et l'objet du meeting, quand même, c'est juste pour être solidaire de... Non, bon, c'est pas un meeting politique. Il a obtenu, il dit avoir obtenu de haute lutte. Contre qui? Contre l'administration. Contre qui? Avec qui? Est-ce qu'il était en bataille avec des gens, Sam Sévérin? Oui, il y avait l'administration. Est-ce qu'il était en bataille? Est-ce que c'était une bataille? Oui. Donc, j'estime Sam Sévérin. Bon, qu'est-ce qu'il a donc fait? Qu'est-ce qu'il a donc fait pour qu'on lui donne d'extraordinaire? Puisque vous dites qu'il était en bataille avec l'administration, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire en dehors de respecter la consigne? Il a porté plainte contre l'administration au tribunal administratif. On n'a même pas enrôlé. Voilà. Même pas Ça veut dire qu'il est revenu à la charge avec des tonnes de lettres, en les rappelant également. Je veux dire qu'à ce niveau, Sam Sévérin, à ce niveau, il a trop vite crié victoire. Il a trop vite crié victoire. En brandissant même dans les réseaux sociaux. C'était aussi de la provocation. Voilà, je dis qu'il a lui-même vite crié rapidement victoire. Oui. Entre autres, il y a eu ses sorties. Lui-même a fait des sorties dans le messager. En parcourant les lignes du messager, lorsque vous essayez de voir, il y avait une sorte de reconsidération. Donc j'estime que lui-même est vite allé en besoin. Parce que lorsqu'on va organiser un truc au Cameroun, on se tait, on la ferme, on attend le jour. C'est ce jour qu'on sort et c'est après qu'on dira ça a été dévoilé. Donc, il faut dire que ça fait quand même trop dans ce pays. Pour terminer, ça fait trop d'années dans ce pays où la répression des partis de l'opposition est vraiment exagérée, où on ne parvient pas à permettre à un parti politique de pouvoir s'exprimer, organiser un meeting, pourtant on dit être en démocratie. Alors, Megui, est-ce qu'on peut craindre pour ce week-end, cette journée de samedi qui s'annonce électrique? Parce que Mbombok nous faisait savoir à l'entrée de cette émission que des renforts militaires seraient en route en provenance de Yaoundé pour la région du littoral. Information à vérifier, je dois le dire. Est-ce qu'il peut y avoir des affrontements puisque les deux parties sont mobilisées et déterminées à y aller? Ah ben moi, je ne souhaite pas qu'il y ait des affrontements, donc, mais au vu de ce qui se dit, je pense que même Jean-Michel Nietzsche a déclaré qu'il ne va pas se résigner et qu'il y aura cette marche à tout prix demain. Donc, c'est normal qu'on se dise que, bon, effectivement, il peut y avoir du grabuge, mais on ne le souhaite pas. Et puis, il faut quand même dire que Jean-Michel Nietzsche, le SDF en général, a donné le fouet à l'administration pour se faire fouetter parce que, justement, toutes leurs sorties médiatiques qui s'écartaient justement du principal but qu'ils ont donné à l'administration, celui d'apporter leur réconfort aux populations du nord-ouest et du sud-ouest. Après, on parlait plutôt de manifestations contre la mort. Est-ce que les sorties médiatiques avant l'heure doivent être prises en compte? Parce qu'il emploie certains termes. Non, parce que quand on parle, il y a des manifestations finalement contre la militarisation de cette zone-là, manifestations pour le fédéralisme, manifestations pour ci, donc voilà. Et quand vous suivez donc Jean-Marie Tchakui, le sous-préfet de Douala, qui énonce justement ces raisons qui auraient suscité l'interdiction finalement de cette marche-là. Et il y a eu aussi justement des annonces d'aliments, je veux dire quoi, de ralliement d'autres partis politiques, notamment je crois le CPP, qui voilà qui. Ces ralliements-là, on n'a pas souvent vu ça aussi. Voilà justement le Manidem qui voilà qui devait se rallier au SDF pour cette marche-là. Je pense que ça a été très vite dévoilé. Ça a été très vite dévoilé et puis ça a conduit à ce que je dis, est-ce qu'il n'y a pas eu un plan? Bombok Bengane, on sort avec vous 30 secondes. Sur le contexte de l'heure, est-ce que tout de même vous ne trouveriez pas que l'administration puisse s'inquiéter d'éventuels débordements? Non, d'abord, ce que développe Megui et Charles Hamel veut dire conforte le fait que nous sommes dans un régime totalitaire, de dire que nous sommes dans un dictateur. Et on ne peut pas vaincre un dictateur en appliquant les lois de cette dictature-là. Aucune histoire du monde ne nous montre cela. C'est pour cette raison que le sous-préfet, je le répète, l'environnement est éclectique, et même lié à l'électricité en l'air, comme on dit, mais c'est le sous-préfet qui aurait pu encadrer la manifestation. Il n'a dit nulle part que les organisateurs de la manifestation ont tenu des propos du genre, voilà. Il a dit, il pense, il pourrait. Voilà ce qu'il dit. Est-ce que la loi lui donne l'attitude de faire cette volte-face? Non, justement, là, encore qu'il a même amené l'organisateur de la manifestation à prendre un engagement écrit. La loi ne lui l'autorise pas de faire ça. Donc il est dans l'illégalité aujourd'hui. Il est dans l'illégalité. Et ça, c'est pour ça que moi, contrairement à ce que disait Charles Hamel, moi j'apprécie la maturité
de l'opposition camerounaise, même du peuple camerounais. Et je sais, connaissant l'administration, qu'ils vont même assiéger Nietzsche. À partir de demain, il ne pourra même pas sortir de son domicile. Mais comme le condamne, peut-être pourra dormir ailleurs. Donc, journée difficile ce samedi 21 octobre à Douala, au Cameroun. Donc, une manifestation projetée au départ par la section régionale du Social Democratic Front sous la houlette du député Jean-Michel Nietzsche. Par la suite, manifestation qui a reçu l'adhésion de bien d'autres formations politiques qui sont pour la plupart déterminées à braver cette nouvelle interdiction du sous-préfet de Douala Premier. Il faut dire que les prochaines heures s'annoncent difficiles à vivre dans la capitale économique. Deuxième information. Deuxième information, donc on va dire que demain, c'est le 21 octobre, ça fait exactement un an que s'est produit la catastrophe des ECA. Donc nous, on a choisi d'en parler aujourd'hui et on revient justement sur cette catastrophe, ce jour funeste qu'a été le 21 octobre, qui a endeuillé presque toutes les familles camerounaises. Un an après, où est-ce qu'on en est par rapport aux indemnisations, par rapport aux disparus de cette catastrophe-là, parce qu'il y a encore des familles qui réclament leurs membres. Voilà, donc des corps qui n'ont pas été retrouvés, ni des personnes qui n'ont pas été retrouvées, ni mortes, ni vivantes. Voilà, donc hier, si vous avez regardé Equinox Télévision, vous avez dû voir sur Regard Social des personnes qui sont venues témoigner de ce qu'elles n'avaient pas retrouvé leurs membres de famille morts ou vivants. Donc, où en est-on? Qu'est-ce que l'État finalement décide? Qu'est-ce qui va se passer demain? Il y a des prières qui sont annoncées sur ce site-là. Et puis voilà, c'est dommage. Tendance. Ouais, ça. Mais le temps passe vite. Demain, les prières, là, ça accueille les Megui. Moi, mais je vais bouger pour aller de ce côté parce que... Dès le matin. Non, demain, c'est mon jour de repos. Donc, tous ceux qui ont fait l'accident là-bas, c'est ma famille. Je serai là-bas, je vais aussi faire la prière. Et en rentrant, même, je vais ramasser un peu la terre. Chaque jour que je vais aller à l'église, je vais toujours prier. Pour alors, les populations de Ezeka, enfin, dans cette région-là, sont toujours traumatisées, a-t-on appris aussi, parce que c'était vraiment un drame à nul autre pareil, sans précédent. Moi-même, je suis un peu traumatisée, Sam. Donc, je vais encore dire à tous ceux qui me regardent ce matin que si vous êtes disponibles, demain, on se retrouve là-bas à Ezeka pour prier. Parce que ce qu'on attend du gouvernement, là, ou qu'est-ce que Kamra devient, ou que ça devient comment, moi, je ne sais même plus. Au départ, on a dit qu'on donnait l'argent aux personnes accidentées, les gens qui vivent encore. Où on a donné, après on a dit que quand on partait là-bas à Camraï, on donnait que les paracétamol et les chloroquines. Bref, je ne sais pas, c'est ce que les gens ont dit. Moi-même, si je parle, on va dire que je parle trop. C'est mieux que je parte aussi prier. Tu vois, non, Sam? Moi, pour ça, je parle mal, tu dis que je parle mal. Demain, je serai sur les lieux et pour ceux qui sont disponibles, suivez-moi, on va ensemble, on prie. Parce que la prière est bien. Les gens m'ont dit pasto tendance, même si je ne suis pas pasto, je prie. Très bien. Charles Hamel, les indemnisations au compte-gouttes, apprend-on. Est-ce qu'on s'est même accordé jusqu'ici sur le nombre total des victimes de ce drame? Filouterie totale, Sam Sévérin, filouterie totale, et c'est une grosse incongruité encore dans laquelle nous sommes en train de nous reverser. Ça, il faut le dire. Et je continue à dire, Sam Sévérin, que chez nous, les morts ne sont pas morts. On peut facilement tromper des gens pendant des années, mais il arrivera un jour où ces gens vont dire non. Et lorsqu'on dira stop, ce sera et les vivants et les morts réunis qu'ils vont se lever, Sam Sévérin, pour arrêter cette gabegie. Je ne pense pas, Sam Sévérin, qu'on puisse avoir ce type d'hécatombe et qu'on ne soit pas même de rendre compte des chiffres parce qu'on veut protéger X ou parce qu'on veut protéger Y. Lorsque vous discutez avec ceux qui sont sortis, et je pense qu'à cette période, tous les plateaux de télévision du Cameroun étaient saturés des rescapés. Ce n'étaient pas les mêmes, ce n'étaient pas des cousins, ce n'étaient pas des frères, c'était des personnes différentes avec les plateaux, les studios de radio. Les gens s'accordaient, tous comme lorsque vous écoutez, on disait que c'était plus de 200 morts. On a vu des corps empilés, on a vu ceci, on n'a pas pu avoir accès à certains wagons qui étaient plutôt enfoncés un peu dans les bas-fonds. Mais je pense qu'il va y avoir une sortie pour clarifier. Nous avons le maître Dissake qui jusqu'à aujourd'hui pleure, ne sait pas ce qu'il va dire à ses enfants. Parce que sa femme était dans ce train. Est-elle vivante? Est-elle morte? Il ne sait pas. Il a rédigé une lettre au chef de l'État. Même répondre, il n'a pas reçu la réponse. Sauf que l'autorité n'a pas aussi la latitude de retrouver un corps mutilé ou bien qui a disparu. Sam Sévérin, je pense qu'on devait procéder au décompte de ce qui était. Au décompte.
en disant nous avons eu tant, nous avons eu tant, nous avons eu des corps qui ont été tellement mutilés dont on ne pouvait pas procéder à une recomposition. Les cartes nationales d'identité, non, ça c'est vrai. On se bat au moins à retrouver des cartes nationales d'identité, des téléphones portables. Il y a quand même des effets qu'on devait être bien compliqué. Non, mais on le fait en Europe, pourquoi ne pas le faire au Cameroun, ça c'est vrai? Rappelons-nous du lac Nyos, on a fait venir des spécialistes qui venaient d'ailleurs, qu'on a payé à hauteur de centaines de millions. On pouvait le faire dans le contexte, et Dieu au moins on a trouvé 10 000 cas. On va rapidement. Bobok Began, sur la gestion de cette catastrophe-là, Charlemagne l'a dit, volonté de dégager la responsabilité de certains. Déjà à l'époque même, dans le premier rapport, le PAN, le tout premier rapport rendu public par le SGPR, je me rappelle bien, sous la forme d'un communiqué, on a très vite fait de disculper le ministre des Transports, dont on se rappelle que c'est lui qui avait donné l'ordre pour qu'on puisse alourdir ces wagons. Voilà, lorsque je vous disais tout à l'heure que la faute revient aux Occidentaux, vous me dites non. Ils ont placé les gens dans nos pays pour perpétuer le comptoir colonial. C'est ça le problème qui se gère ici. C'est ça qui amène le SGPR. Au lieu de rendre public le rapport, il fait un communiqué. Il dit que le rapport sera transmis en justice. Maintenant, il n'a même pas eu l'amabilité de nous donner les noms de ceux qui ont acheté les tickets. Parce qu'il y avait certains passagers qui achetaient les tickets à l'intérieur. Bon, eux, on peut dire, et les commerciaux qui étaient dans le train, et est-ce qu'il y avait les bordereaux? Vous pensez que les bordereaux sont restés à Yaoundé. Quand vous achetez vos tickets, le bordereau reste. Il reste avec les bordereaux. C'est ceux qui sont à l'intérieur qui délivrent les bordereaux à la fin à Bessengue. Maintenant, imaginons, ils sont morts tous. Maintenant, au moins ceux qui sont enregistrés normalement à Yaoundé, où sont les noms? On n'a pas pu sortir les noms et on le fait exprès. Mais deuxième chose, pourquoi, quand on dit Camraï, les actionnaires, il y a le groupe Bolloré, il y a l'État du Cameroun. Dans l'État du Cameroun, et vous l'avez dit, c'est là où je veux apporter la précision, qui est responsable dans l'État du Cameroun? Est-ce le ministre en charge des sports, de transport, pardon? Est-ce celui en charge de la santé publique? On doit donc donner ses responsabilités. Et le SGPR, pour cacher donc, protéger Bolloré, comme ça a été le cas quand il y avait la convention de sécession de la régie Fercam, le 1er avril, et tenez l'expression, c'était le 1er avril, donc le jour de poisson d'avril, là où il y a eu la concession de Camraï. Et ça donne tout. C'était Komazar qui était au début. Et on a tout manigancé pour enlever Komazar et redonner à Bolloré. Ça, c'est des choses qu'il faut dire. Pourquoi signer une convention le 1er avril? Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on retient donc, Megui, puisque l'anniversaire triste, c'est ce samedi? Ben, qu'est-ce qu'on retient que jusque-là, on a le deuil dans le cœur parce que avec les Camerounais qui ont perdu leurs proches, parce que nous-mêmes, nous sommes tous concernés, tous les Camerounais, c'est une grande tristesse jusque-là, on n'oublie pas du tout. Et face aux incongruités auxquelles nous sommes confrontés, parce que nous dire que, ok, il y a des familles qui doivent être indemnisées, même si ce n'est pas ça qui va atténuer la douleur, mais indemnisées sur la base de quoi? Combien de morts y a-t-il eu en réalité? On ne nous dit pas. On a combien officiellement? 79. Voilà, 79. Quand on a reçu des personnes qui étaient dans ce train-là, qui ont vu de leurs propres yeux. Qui ont filmé. Voilà, qui ont filmé, qui ont dit en Mondovision qu'ils ont vu des centaines de morts. Encore que ça, c'est ce qu'ils ont vu. Il faut penser aux wagons qu'on n'a pas vu. Donc, c'est une grande douleur qui perdure. Voilà, donc on va le dire, il est de la catastrophe des écarts que nous évoquons, comme de la mort tragique aussi de l'ancien évêque du diocèse de Bafia aujourd'hui, avec des enquêtes qui n'aboutissent à rien du tout au plan judiciaire. Bon, la justice camerounaise, elle est souvent assez prompte à condamner certaines personnes dans des procédures extrêmement accélérées pour peut-être régler des comptes ou alors emprisonner des gens, comme c'est le cas en ce moment pour ceux qui sont arrêtés dans la crise anglophone. Mais lorsqu'il est question de nous dire ce qui s'est passé autour d'un cas comme celui de Jean-Marie Benoît Bala ou alors de ces centaines ou des dizaines de personnes qui sont tombées à Ezeka il y a un an de cela, la justice se tait, y compris les plus hautes autorités.
On va être de tout cœur avec toutes les familles endeuillées en cette journée triste de célébration, de commémoration plutôt. Et surtout à la famille d'Issaké, c'est ça, Inch'Allah. La famille d'Issaké, justement les enfants qui pleurent tous les jours, se demandant où est passée leur maman. Sam Sévéran, je dis, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce monsieur. C'est vraiment, sa vie n'a plus de sens. Sa vie n'a plus de sens. Quand vous vous séparez avec votre épouse, elle dit, elle va à Yaoundé pour aller se déplacer pour aller faire peut-être un travail, et qu'on vous dise, non, elle n'est plus. Au moins, vous voulez avoir le corps. La simple preuve. Malheureusement, on n'a plus de temps. Je vais vous dire que même le monument, on a lancé un concours pour construire. Et puis d'autres implications, comme les raisons fondamentales qui nous ont conduits là, parce que tout a commencé avec l'effondrement de la Buse. Est-ce qu'on a pris les bonnes mesures aujourd'hui pour nous arranger cet axe-là? Et puis le chemin de fer camerounais, dans quel état se retrouve-t-il? Autant de questions sur lesquelles on reviendra bien plus tard. La dernière nouvelle. La dernière nouvelle donc concerne Chantal Roger Tuileux, dont le domicile a été attaqué cette nuit, voilà, aux premières heures même de la matinée, hein, très tôt. Et donc les malfrats n'ont pas pu accéder à l'intérieur de la maison, donc ils ont plutôt brûlé son véhicule. Je ne sais pas si c'est possible, voilà, vous avez des images de son véhicule qui a été brûlé. Et donc, il y a un bidon qui contenait du carburant qui a été retrouvé dans l'enceinte même de son domicile, dans la cour plus précisément. Donc, selon Chantal Roger Tuileux, il s'agit pour lui d'une main criminelle. Voilà. Hey. Surtout qu'on se rappelle que dernièrement, il a fait beaucoup de sorties. Bon, voilà, donc pour lui, il s'agit d'une main criminelle et rien d'autre. Bambok Megan. Oui, il a dit, je partage son point de vue, il a dit qu'il est en justice avec certains pontes du régime et il soupçonne que ce malheur viendrait de là. Je pense que moi, je suis de cet avis-là, parce que le fait d'avoir dénoncé à visage découvert et avec des mots quelquefois, j'allais dire, avec un ton un peu osé, connaissant la répression du régime actuel, hérité de la colonisation, je pense qu'on ne procède pas de manœuvres pareilles. Là, je souhaite seulement que les enquêtes diligentées, qu'il y ait au moins au sein de la police, les gens qui vont se comporter comme vraiment comme des policiers républicains qui auront à cœur de dire la vérité de ce qu'ils auront découvert. Il est journaliste, non, ça? Oui, Tendance, tu te rappelles de son passage sur l'émission? Oui, dimanche avec vous. Oui. Yo, tu vois, les animateurs, les journalistes ne sont même plus en sécurité. Parce que je ne parle plus moi. Parce que quand tu vas parler là, si tu passes dans la rue, les gens vont commencer à te détester pour rien. Vous voyez comment nous vivons au Cameroun, Sam. Dieu, on dit souvent en bon français que plus de peur que de mal. Oui, la voiture c'est le matériel, mais Dieu merci qu'on ne l'a pas touché parce que j'imagine, j'analyse comme on analyse au village. La voiture qui est brûlée là, c'est lui qu'on venait brûler. Je parle mal. En tout cas, Tendance, l'information complète est celle-ci. Des personnes cagoulées sont d'abord entrées, escaladant sa barrière au lieu dit BMAC en pleine nuit. Bon, ils n'ont heureusement pas pu neutraliser toute la maisonnée. Parmi celles-ci, ces nombreux enfants. Charlamel Bachou, quelles peuvent être les suites réservées à cette affaire? Alors, il faut commencer par dire, Sam Sévérin, qu'il faudrait qu'on prenne la peine de redéfinir le statut du journaliste en Afrique, et particulièrement au Cameroun. Je crois que, comme a souvent l'habitude de dire, le train qui arrive à l'heure n'émeut pas. C'est lorsque le train arrive en retard que le journaliste a le droit de s'arrêter. Mais petite précision, pour le cas de Tuileux, il n'est pas seulement journaliste. Il est directeur de publication de la Tribune de l'Est. Oui, mais en même temps, homme politique, activiste même. C'est peut-être ça d'où viennent ces malheurs aussi. Parce que pour les journalistes, on le reste. L'ancien patron de Reporters sans frontières était bien militant du Front National en France. Il a été élu. Est-ce qu'il a eu des... Non, il a quitté Reporters sans frontières pour... Est-ce que c'est parce qu'on il était, même quand il était à Reporters sans frontières, il était militant. Est-ce que c'est parce qu'on est journaliste qu'on ne devrait pas véritablement appartenir à un parti politique? Si vous me dites tout de suite non, je vous envoie aller regarder au niveau de la CRTV. Je peux vous en citer des noms de ce côté comme exemple qui sont même au niveau de la nation. Donc pour dire Sam Sévérin qu'il faudrait qu'on essaye un peu de repenser la question du journaliste aujourd'hui et les prises de position du journaliste. Alors Sam Sévérin, par rapport à ce qu'il a vécu, je ne sais pas s'il faut mettre ça sous le compte d'un règlement de compte par rapport à sa sortie. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il faudrait mettre aussi sur le compte d'une agression. Je pense qu'on laisse le cours
cours, puisqu'il a porté plainte. On attend voir que de la même façon qu'on règle, on divise rapidement. Quoi, Charles Lamel? Est-ce que les enquêtes de ce type aboutissent? Il y a une police scientifique qui va prendre les empreintes, Sam Sévérin. Ah bon? Qui, oui, Mais les gars sont cagoulés. Non, ils ont les cagoules sur le visage. Et pas même mal. peut-être le Donc, on va mener des enquêtes. professionnels qui ont fait ça. Ah, d'accord. Donc, on a déjà des professionnels au Cameroun et à Yaoundé. Surtout que ce n'est pas la première personne des médias qui est attaquée. On se rappelle de justement ce problème avec Denis Kwebo. Voilà, Denis Kwebo qui a subi, voilà encore un autre cas de journaliste qui fait de la politique. C'est pour ça également qu'il faut bien se définir. Lui, son véhicule, il y a une explosion carrément dans la nuit. Merci bien. On est arrivé au terme de cette articulation. Madame, monsieur, on prend la suite à présent. C'est la prochaine rubrique. Moi, je pense que pour que le Cameroun soit bien développé dans les années à venir, il faudrait que nous ayons un système différent de celle-ci. Puisque nous avons un système de nos jours qui nous donne l'impression d'être capable de tout faire sans penser à nous. Par contre, le développement d'un pays doit se faire avec toutes les couches sociales du pays. Ça ne doit pas se faire avec les gouvernants ni avec des tierces personnes. Oui, on doit associer toutes les couches parce que le développement doit constituer toutes les souches dans un pays. Chacun doit contribuer à cela. Voilà, sur ce que vient de dire notre compatriote, oui, réaction? Oui, moi je pense ce qu'il dit comme changement de système de mentalité, il faut juste rompre avec le pacte colonial. C'est le pacte colonial qui nous met dans cette situation-là. Il nous empêche effectivement d'avoir des amis. Parce qu'il faut se rappeler qu'en février 1983, lorsque à son visite en Allemagne, le chef de l'État a dit « Le Cameroun n'est la chasse gardée d'aucun pays. Vous n'allez pas croire ce que Mitterrand lui a fait faire. » Et que Mitterrand lui a fait subir en lui disant que, mais mon ami, vous n'avez pas le droit de dire ces mots. Au point où il était obligé de revenir en disant je suis le meilleur élève de Mitterrand. Donc voilà où se trouve le problème. Donc il faut nous débarrasser de ceux qui perpétuent le pacte colonial. Très bien. Sauf que les colons sont partis il y a de très longues années. Sont et partis qu'on ne peut pour pas rester. refaire l'histoire finalement. L'histoire, elle est là pour tous les peuples du monde. Chaque peuple a sa propre histoire. Les Africains sont passés par là. C'est triste, on ne cessera jamais de le dire, mais c'est ça. Maintenant, il nous appartient à nous qui sommes aux commandes. On est dans la Deuxième République. Ça fait une belle trentaine d'années. Qu'est-ce qui les a empêchés finalement d'adopter d'autres types d'attitudes, Meggy? Surtout qu'on n'est pas le seul pays qui a été colonisé. Donc, il y en a qui ont été colonisés, mais qui se portent un peu mieux que nous. Donc, moi, je pense que le compatriote ici a dit quelque chose d'essentiel. C'est bien de parler de développement, mais il faudrait que toutes les couches sociales soient associées ou alors bénéficient de ce développement. Chez nous, malheureusement, on a l'impression qu'il y a un énorme fossé entre les classes, voilà, et ça crée des frustrations. Voilà. L'ascenseur social qui est bloqué, donc fracture sociale, Charles Lamel. Alors, je vais prendre un exemple simple, Sam Sévérin. Lorsque vous discutez avec un industriel français, il va commencer par vous dire qu'à l'époque, il vendait, peut-être s'il fait aujourd'hui dans le lait, il va vous dire à l'époque il était fermier. Après fermier, il s'est retrouvé à rentrer à accompagner, à vendre des produits laitiers à d'autres avant de pouvoir lancer son industrie. Mais au Cameroun, vous allez voir une femme aujourd'hui qui est riche, vous lui dites que vous avez fait comment pour devenir riche, elle va vous dire, j'ai commencé par vendre le poisson braisé. Après ça, j'ai abandonné. Je suis tombé dans les habits. J'ai abandonné. Je suis parti en Chine. Je me suis retrouvé dans l'informatique. Pour dire, Sam Sévérin, que lorsqu'il le processus d'accompagnement vers la richesse n'est pas mis en place, je peux vous rassurer qu'on arrivera là. C'est la raison pour laquelle il faut protéger. Si nous avons une zone comme Sancho qui produit du riz, et que cette zone est accompagnée, vous allez vous rendre compte que tous dans cette zone vont produire, qu'on récupère ce riz, qu'on accompagne sur le plan dans les marchés agricoles, qu'on écoule les produits, vous allez arriver demain que ce n'est plus Sancho, ils vont arriver jusqu'à Foreké-Tchang, ils vont acheter, c'est des plantations, c'est le développement. Ce n'est pas tous qui veulent travailler dans les bureaux, que non. Ce n'est que tous, parce qu'on les propose uniquement cela que tous se ruent vers ce côté. S'il y avait des accompagnements comme le PAGER-E, comme le PIACI, comme le PIFMA, comme le PA Jeune, comme le PAIJA, comme le PIDMA, je suis sûr que beaucoup de jeunes aujourd'hui seraient arrivés. Mais oui, quand même, les Camerounais aiment aussi trop se plaindre de ça. Ce sont de nous plaindre. L'homme camerounais aime trop de pression. Quand vous avez un problème et que vous posez, restez tranquille avant de voir la suite.
Vous n'avez pas toujours être en train de parler de telle chose, parler de telle chose. Et je vais conclure en disant que j'aime aussi mon pays parce que c'est un pays où quand tu veux même boire tes 5 bières, tu bois. Tu dors, tu dis que ça veut ça qu'on part. Quand tu veux manger un doigt de banane, tu peux au marché, tu prends tes 5 doigts de banane à 100, 4 doigts de banane à 100, tu pars à la maison, tu malasses, tu manges et tu dors. Et le soir, tu bois ton jus, tu dors. Je m'arrête là. Très bien. Ça veut dire que tu n'as voulu rien dire sur le sujet. Je ne vais encore dire quoi ça. Très bien, voilà. Donc, il fallait bien écouter ce qu'il a dit, notre compatriote tendance. Merci beaucoup. Ouais. On va prendre des partenaires qui sont avec nous sur ce plateau. En parlant de leadership international, il y a un concept intitulé Pay Diamond. Ils sont donc 2 sur ce plateau pour pouvoir en parler. On va aller les accueillir, Dr Eta Théophile et M. Teke Samuel. Mais ça va se faire en langue anglaise, donc on va s'y essayer quand même. Good morning, welcome, sir. Good morning. Thank you. Good morning. Thank you so much. Okay, what is Pay Diamond? Pay Diamond is an international company that does the mining, processing, and the trading of diamond. The headquarters is in Hong Kong, number 306 Exchange Square, 2nd Exchange Square, Hong Kong. And the company has been existing for over 2 years now, and it's been everywhere in Africa, in Nigeria, in Cameroon, in Sierra Leone, in Zambia. And we are in Cameroon, and today we are in Douala, trying to put across the message of Pay Diamond to the people of Cameroon and in Douala. And what products does this company trade on? Okay, the company Pay Diamond trade on diamond. They trade on diamond. They mine, they process, and they sell diamond. Ok. Une autre question, en version anglaise toujours. Vous passez le micro à votre voisin. How do investors benefit from this program? Pay Diamond pays our investors every week. That's all? Once they invest, the company pays you 5% of your investment every week. Okay. And when is the seminar coming up? All right. When you are a participant of Pay Diamond, or whatever amount of money you invest in the company begins to pay you 5% of your investment weekly. So in Pay Diamond, the members of Pay Diamond makes money every Monday, every week. So why a salary earner is thinking of making money every month, in Pay Diamond we make money every week, So this seminar is coming up tomorrow, the 21st of October, at Royal Palace Hotel and Sien Route, Bonaberry. I want to tell the populace of Littoral, Douala, and the nearby villages that we are in the 21st century where hard labor doesn't pay. The business of the 21st century is a business we do with what we call smart work. With the business of Pay Diamond, you stay at the comfort of your home, the company trades, and then they pay you 5% of your investment every week. Those days where we have to work hard 24 hours to be able to earn a living is over. We are matching technology with innovation with Pay Diamond, helping people to go out of stress while they make more money. We normally say you make money while sleeping in Pay Diamond. This is an opportunity I don't want everybody to miss in Douala. For as many as are hearing us talking today, Pay Diamond has come to leverage us and give us opportunity to make residual income. We are used to a traditional kind of way of business in Cameroon where everybody depends. If you are a salary earner, you depend on one source of income. The worst that can happen to any man is to have only one source of income. With Pay Diamond, you can be working and your money in Pay Diamond is working for you. Okay, and what should the people expect tomorrow? Tomorrow is going to be an exceptional seminar at Royal Palace and Sien Road, Bonaberry. Tomorrow, there will be the release of the key knowledge you need to grow your finances, to be financially free, and to be able to put your money to work. So tomorrow we're inviting everybody around Bonaberry and Douala and its environs to be part of our seminar at Royal Palace Hotel and Sien Road, Bonaberry. I'll be glad to see you.
Voilà, merci. Je vais résumer juste en français pour les téléspectateurs francophones sur l'opération en question Pay Diamond. Il faut se rendre demain à ce grand sommet. On parle de ce séminaire de commerce à Douala. Ce sera donc ce samedi à partir de 11h, précise-t-on, au lieu dit Royal Palace Hotel Ancien Route Bonabéry, finalement. Donc, c'est une opportunité pour pouvoir devenir un associé et gagner pratiquement 5% de ton investissement par semaine. Allez-y. En savoir un peu plus, thank you, sir, for coming. Thank you very much. OK. Merci bien. La suite avant le prochain partenaire, c'est avec vous, le message. Voilà, donc merci Sam. On a Jurex Ndoum qui nous dit « J'épouse les allocutions de Mbambok et Armel Mbachou sur le problème des livres et l'éducation. Vous verrez que tout le programme de 6e en terminale, les programmes d'histoire, géographie et éducation à la citoyenneté ne sont qu'européens. L'on ne s'identifie pas dans ces livres, ou du moins ce système éducatif. Étudie-t-on l'histoire du Cameroun ou de l'Afrique, le programme n'est qu'occidental. Alors, pour se développer, on devrait rompre avec les Blancs d'une part et d'autre part modifier et changer le système qui étouffe et entrave le développement. Rendez-vous compte qu'un quartier ceinturé par des grandes villas, mais pas de route pour y accéder. Pensez-vous que quelqu'un qui dépense des millions pour se construire sera incapable d'injecter quelques billets pour aménager l'axe routier qui mène à son domicile ? Alors, cet autre message qui nous dit « Nous n'allons pas toujours tirer à boulet rouge sur l'opposition. S'ils dévoilent leur programme, c'est plutôt bien. L'État devrait regarder les opinions, regarder les opinions et permettre la marche. Vous constatez que ce régime traverse une crise grave d'intellectuels fatigués qui n'ont rien à offrir à ce pays. On oublie vite que c'est la genèse au problème qui est anglophone. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'une maladresse quelque part de la part de l'autorité administrative qui finalement permet à ce que ces partis politiques-là puissent faire parler d'eux aujourd'hui? Oui, c'est une maladresse précisément, Sam, et cette maladresse vient même mal. Oui, cette maladresse. D'abord, il aurait pu laisser encadrer et ça aurait même eu du lieu, cette manifestation-là. Et par contre, puisque Nietzsche s'inspirait du fait que le RDPC a marché avec les partis qui lui sont alliés au pouvoir, donc il fallait les laisser encadrer purement et simplement. C'est pour ça que j'appuie encore ce que vous avez dit en l'entame de l'émission. Les orientations données par le gouverneur Iva Hadiboua auraient pu continuer. Mais sauf que Mbambok, je crois qu'il y a un petit souci dans le contenu parce que les marches du RDPC visaient simplement à s'opposer à une forme de partition du pays. Or, celle-ci est davantage un soutien aux victimes et on condamne la militarisation, on veut faire l'apologie du fédéralisme. Il a rectifié, Nietzsche a dit avant-hier, ils ont rectifié. Il a même dit au gouverneur que bon, si c'est ce message-ci que vous faites, j'enlève. Puisqu'il a pris l'engagement, c'est un député. Quand on le dit au même Nietzsche, quand tu vas défiler, je ne vais pas voir l'effigie de Frundi. Il ne vient pas avec l'effigie de Frundi. Or, le RDPC vient avec l'effigie de Paul Biya. Ça n'a jamais causé de problème. Merci. Bon, on comprend la suite avec AIB International ce matin. AIB, Académie internationale de beauté, une école au service de l'emploi jeune. AIB forme des spécialistes dans les domaines esthétiques, coiffure, dermocosmétiques et bien d'autres, tout en délivrant des formations reconnues par le MINEFOP. Toutes les attestations de l'Académie AIB mènent au marché du travail. AIB, au service des soins corporels, des produits high-tech tels que le scanner, la microneedling, le jet de soins. AIB gagne la confiance de tous ses partenaires. Parce que à AIB, une formation égale un emploi. École des majors vous attend le 10 octobre. Contact 233 43 74 50 6 75 13 60 36. Situé à la rue Afkodi, Bonapriso, AIB, votre école. Voilà, et vous êtes là ce matin pour parler de AIB International, Académie de beauté ici à Douala. Bonjour, Consti Lamine. Oui, bonjour Sam Séverin, bonjour à nos nombreux téléspectateurs et surtout un bonjour particulier à tous ces parents qui sont déjà en train d'inscrire massivement leurs enfants du côté bien sûr de cette grande école de beauté d'esthétique, en appelée Académie Internationale de beauté, encore abrégée AIB, qui est donc située en plein cœur de Douala, c'est au Cameroun, à Bonapriso, derrière l'ancien supermarché Champion, l'école
l'école de l'emploi, l'école de l'avenir et surtout l'école qui vous permet de sourire après votre formation. Voilà. Et quelles sont les innovations cette année? Alors, Sam Séverin, vous savez très bien que chaque année, AIB a toujours des innovations. Et pour cette année académique 2017-2018, la grande innovation, c'est bel et bien l'entrée en matière d'une nouvelle filière de formation, à savoir l'esthétique médicale. Donc, en dehors de l'esthétique cosmétique, en dehors de la coiffure, en dehors, bien entendu, de la filière cosmétique, AIB s'enrichit pour cette année académique 2017-2018 d'une nouvelle filière de formation, comme je l'ai si bien dit, l'esthétique médicale. Et donc, ceux qui veulent en savoir davantage n'ont qu'à se rendre du côté, bien sûr, de cette grande école, qui est d'ailleurs l'unique école à Douala qui vous propose une formation de qualité dans des filières de formation à fort potentiel d'emploi. Parlons toujours d'innovation pour cette année académique. Il faut rappeler que nous avons signé des contrats, plusieurs contrats, au total une centaine de contrats avec des entreprises cosmétiques, avec des instituts de beauté, avec bien entendu des entreprises qui font, bien entendu, dans tout ce qu'il y a comme l'esthétique et la beauté, question de permettre à tous nos étudiants d'intégrer directement le monde de l'emploi après leur formation du côté, bien sûr, de l'AIB. Toujours parlant des innovations, l'arrivée pour cette année académique 2017-2018 d'un matériel de pointe pour la pratique des étudiants et bien entendu des salles de cours encore plus équipées et plus modernes pour le compte de cette année académique 2017-2018 qui a commencé, il faut le rappeler, depuis le 10 octobre, parce que les cours ont bel et bien commencé depuis le 10 octobre. Donc, nous sommes là pour rappeler à tous les parents retardataires, pour rappeler à tous les étudiants, à tous les élèves, à tous ceux-là même qui recherchent un centre de formation de qualité, qu'il y a encore quelques places disponibles du côté, bien sûr, de l'Académie internationale de beauté, qui est un centre de formation professionnelle agréé par l'État camerounais. Très bien. Et quelles sont les conditions d'inscription pour cette année? Alors, les conditions d'inscription, comme chaque année, il faut le rappeler, c'est sur étude du dossier. Pas de protocole, pas de cérémonie. Donc, vous venez tout simplement du côté, bien sûr, de notre établissement qui est situé à Bonapreiso, derrière l'ancien cinéma, derrière l'ancien supermarché Champion. C'est à Douala, au Cameroun. Vous constituez un dossier, vous le déposez au secrétariat. Il faut rappeler qu'après étude de ce dossier, quelques heures après, vous êtes appelé, vous venez tout simplement vous inscrire du côté, bien sûr, de l'AIB. Et parlant, bien sûr, de l'inscription, parlant du coût de la formation, je rappelle que AIB a tenu compte des difficultés financières que nous traversons en ce moment et permet à tous les étudiants, permet à tous ceux qui veulent se former de pouvoir bénéficier d'un coût de formation abordable. Donc, le coût de formation à AIB est très, très abordable. Donc, pas parce que c'est à Bonapreiso, pas parce que c'est à Douala, non, tiens, c'est cher, non. Vous qui êtes du côté, bien sûr, de Yaoundé, du côté de Bafoussam, du côté du Tchad, du Gabon, venez à Douala, venez bien sûr à Bonapreiso, venez vous inscrire à AIB parce que là-bas, la formation est à la portée de tous. Donc, et nous facilitons également les paiements pour tous nos étudiants. Ça peut se payer par semaine, ça peut se payer par mois, ça peut se payer par trimestre. À vous de choisir, mais un seul mot, la formation AIB est à la portée de tous les apprenants. Voilà, on va donc sortir. Vous avez un mot de fin aujourd'hui pour sortir? Alors, le mot de fin, Sam Séverin, je dirais tout simplement à tous les parents qui me regardent en ce moment, je dirais tout simplement à tous ces chercheurs d'emploi, je dirais tout simplement à tous ceux-là même qui n'ont pas encore rejoint le chemin de l'école, qui sont à la recherche d'un centre de formation professionnelle de qualité. Savoir choisir, c'est déjà réussir. Et choisir aujourd'hui, c'est choisir une formation qui vous permettra d'intégrer directement le monde de l'emploi après votre formation ou alors de pouvoir évoluer à votre propre compte. Et AIB l'a démontré depuis plusieurs années. Tous nos étudiants travaillent dans les instituts de beauté, que je vais d'ailleurs citer en ce moment, notamment Béa Beauty du côté bien sûr de Paris, Bekombel au Cameroun, Zara du côté de Casablanca. Voilà donc quelques instituts de beauté qui accueillent nos étudiants depuis la formation. Donc, chers parents, se former c'est bien, mais se former à l'Académie internationale de beauté. AIB, Académie internationale de beauté, une école au service de l'emploi jeune. AIB forme des spécialistes dans les domaines esthétiques, coiffure, dermocosmétique et bien d'autres, tout en délivrant des formations reconnues par le MINEFOP. Toutes les attestations de l'Académie AIB mènent au marché du travail. AIB, au service des soins corporels, des produits high-tech tels que le scanner, la microneedling, le jet de soins. AIB gagne la confiance de tous ses partenaires. Parce que à AIB, une formation égale un emploi. L'école des majors vous attend le 10 octobre. Contact
Contact 233 43 74 50 6 75 13 60 36. Situé à la rue Afkodi, Bonapriso, AIB, votre école. Voilà. Plus que 2-3 petites minutes avant de sortir de ce programme, Megui, a-t-on la possibilité d'avoir un tout dernier message des téléspectateurs? Voilà, oui, on peut avoir un message. Donc, les populations victimes du projet de restructuration de la zone Nylon depuis 1982, projet déclaré d'utilité publique par arrêté numéro 79. Je ne sais pas si c'est un rapport. Est-ce qu'il est dans le sujet ou bien non, on va passer un autre message, voilà. Voilà ce message qui nous dit que tant que l'économie camerounaise et d'Afrique centrale sera aux mains des entreprises néocoloniales, rien ne bougera. L'industrialisation est une étape primordiale. Voilà, le Cameroun a été bradé à Bolloré pour 1 euro symbolique. La vie d'un noir ne vaut rien au regard du monde et surtout du colon. Cette société ne s'est jamais déplacée, ou alors le promoteur de cette société ne s'est jamais déplacé au Cameroun ou même fait un simple communiqué. En France, un tel mépris n'aurait pas eu lieu. Voilà. Il ne s'est jamais déplacé dans le cadre de la dite catastrophe, justement. Voilà, et il n'a jamais dit un mot à propos de cette catastrophe. Pour moi, indemniser ces familles n'est pas une chose primordiale. On peut juste demander des prières pour le repos de leurs âmes, car l'argent ne va pas ramener ces hommes à la vie. C'est Vivien de Yaoundé. Alors, un autre message? Ok. Bonjour le panel, la liberté ne se donne pas mais s'arrache. Quand les anglophones résistent, certains francophones disent qu'ils exagèrent, que les francophones restent chez eux et pensent que le gouvernement viendra leur servir la liberté sur un plat. Forti à Bonabéry. Tendance, il y a justement eu souvent cette conception de la chose. On pense que depuis le début, les francophones ne sont pas très solidaires de ce qui se fait en zone anglophone aujourd'hui. Qui a dit? Nous sommes solidaires. On partage leur douleur. Comment? En faisant quoi? En faisant quoi ça? Même quand nous restons à la maison, on prie, on dit que ouais, Seigneur, fais en sorte que la paix règne de ce côté-là. Vous n'êtes pas dans nos maisons. On subit. Ce que vous vivez là-bas, nous, on vit ceci par cœur, dans nos cœurs. On devait seulement prendre le micro. Est-ce que vous êtes prête à accueillir une famille venant de cette région-là qui sera en difficulté, par exemple, pour la scolarisation de leurs enfants? Moi, je suis prête, même d'une part, ça m'énerve. Parce que parfois, c'est même les dépenses inutiles. L'argent même qu'on va dépenser pour ces familles ou encore pour ces enfants-là, c'est un argent qu'on peut même garder, les aider à la longue. Merci bien. Au nom de la liberté de critiquer, au ministère des enseignements secondaires du côté de Yaoundé, ça parle beaucoup ces derniers temps. Il y en a même, oui, qui vont jusqu'à aujourd'hui regretter l'époque de Bapès. En réalité, le ministre Bapès, de regretter mémoire, disait-on, avait une relative compétence, même s'il avait instauré en son temps aussi un certain laxisme dans ces milieux-là, en permettant aussi l'éclosion de personnel issus d'une aire géographique bien connue. Aujourd'hui, celui qui lui a succédé à la tête de ce département, présenté au départ comme le Zorro à travers des incantations et autres déclarations formulées à la radio et à la télévision, passe pour être un véritable dictateur. Le mot est à la mode aujourd'hui. Et c'est un euphémisme que de le dire à propos de Jean-Ernest Massenanga Bibeye. D'après les tout derniers témoignages de ce côté-là, il ne prend pas les mêmes ascenseurs que, on va dire, certains de ses collaborateurs. Il y a tout un ascenseur qui a été bloqué, l'ascenseur réservé aux sous-directeurs. Le pire, c'est que le ministère en question est en proie aujourd'hui à un manque criant en termes de certains matériels roulants, notamment. On parle d'un 42 autobus qui est en très mauvais état. Et puis il affiche, d'après les témoignages recueillis sur place, beaucoup de mépris vis-à-vis du personnel enseignant qui pense quand même qu'il aurait dû leur réserver un peu de respect. Mais le dernier scandale en date, oui, puisqu'il s'agit d'un scandale, c'est l'acquisition récente par le ministre d'un véhicule dernier cri flambant neuf de la marque Ford Fortuner, véhicule de service de toutes les façons alors qu'il en existait déjà. On va aller chercher le montant global de tout cela. C'est un bel exemple aujourd'hui de gabégie et de l'état bling-bling auquel on est habitué et dont nous ne voulons plus pour une troisième république au Cameroun. Il va falloir quand même qu'on essaye de réduire les dépenses et en cela peut-être le ministère des Finances est aussi en partie responsable. Merci beaucoup, c'était le Zénith de ce jour.